L'e-commerce connaît une croissance forte et continue depuis plusieurs années partout dans le monde. La Belgique ne fait pas exception. En 2022, le commerce en ligne a augmenté de près de 25%, représentant 14,7 milliards d'euros. Cette croissance est une opportunité majeure à saisir pour nos entreprises. Le programme Digital Commerce de la stratégie numérique Digital Wallonia est là pour aider les entreprises régionales à saisir cette opportunité. L'objectif du programme est d'aider les commerçants, les TPE, les professions libérales, les acteurs du tourisme et de l'ORECA à réussir leur transition digitale tout en réduisant leur fracture numérique. Au travers de multiples actions, webinaires, événements sectoriels de sensibilisation, ateliers de formation, speed coaching, le programme Digital Commerce aide les entreprises à offrir une expérience d'achat digitale comparable à celle des grands acteurs de l'e-commerce. Digital Commerce se décline en 4 axes majeurs dont la sensibilisation et la formation des TPE en digital marketing, l'accélération de l'adoption de l'e-commerce grâce au diagnostic de maturité numérique DigiScore et aux aides financières liées au chèque entreprise. Depuis 2016, au total, ce sont pas moins de 8700 entreprises qui ont été sensibilisées et formées grâce à Digital Commerce. Plus d'informations sur digitalwallonia.be/commerce. Bonsoir et bienvenue dans ce webinaire Digital Commerce. Aujourd'hui, on va parler cybersécurité avec notre expert Pierre Michaud. On le laissera se présenter juste après. Avant tout ça, on va voir si vous êtes prêts aussi à participer à ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire un coucou dans le chat, à vous présenter, à dire bah voilà, je suis commerçant à Nivelles et je tiens une boutique de vêtements. Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat et à nous parler. Le chat est fait pour ça, il est fait pour échanger. Si vous avez des bonnes pratiques à partager, si vous voulez toujours rajouter une petite info par rapport à ce qu'on dit, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Il y a aussi un espace questions et réponses, Q et R, qui est un petit symbole de phylactère ici en bas. Vous pouvez cliquer dessus et déposer vos questions. On les prendra au fur et à mesure de ce webinaire, en fonction des thématiques abordées. Donc, n'hésitez pas à déposer vos questions. Nous, ça nous aide de faire la part des choses entre le chat et la modération des questions. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre un maximum en live ou vous renvoyer vers d'autres webinaires Digital Commerce, où on a abordé plusieurs thématiques. Alors, je vois que ça commence à s'activer. Bonsoir Muriel, bonsoir Pierre, bonsoir Jean-François, Emmanuel. Soyez les bienvenus. Emmanuel qui est Blue Fox à Courcelles. On a la galerie Fauteuil à Libramont. On a l'atelier euh, personnalisation d'objets. Soyez les bienvenus dans ce webinaire Digital Commerce. Analysez les risques des données que vous diffusez grâce à l'OSINT et aux outils de scan. Alors, une autre chose, vous pouvez poser vos questions, mais nous aussi, on va vous poser des petites questions. Et une des premières questions, c'est évidemment, est-ce que vous savez ce que c'est l'OSINT? On va lancer ce premier sondage. Voilà, il va s'afficher. Vous pouvez choisir euh, une réponse. Quand tu entends OSINT, tu penses à une méthode d'espionnage, de l'intelligence collective, une série Netflix, de la veille stratégique. Jamais entendu ce mot, une autre idée. Je vous laisse répondre. Évidemment, aujourd'hui, on va définir c'est quoi l'OSINT et on va voir comment vous pouvez utiliser l'OSINT, les outils liés à l'OSINT pour analyser finalement les données qui sont disponibles sur vous et sur votre entreprise sur Internet. Voilà, tout simplement. Et parfois, ce sont des outils que vous connaissez déjà. Pierre sera là avec nous pour nous expliquer ces différents outils, ce que c'est. Moi, j'étais déjà aussi assez impressionnée par les outils qu'il nous a montrés lors des répétitions. C'est assez impressionnant. Pierre, peut-être Pierre Michaud, peux-tu nous dire un peu plus sur toi, qui tu es, ce que tu fais? Es-tu un hacker de l'ombre ou pas? Bonjour Pauline, bonsoir à tout le monde. Un hacker de l'ombre, je ne sais pas, en tout cas, je ne me cache pas. Alors, pour me présenter, en fait,
j'ai deux casquettes. Je travaille pour la société ACO, donc société spécialisée en cybersécurité. On offre différents types de services. Ça va du pen test, des intrusions, où vous verrez que l'OSINT en fait a toute son importance, aux audits diagnostiques, comment analyse forensique quand une entreprise s'est faite pirater, ce qui est un petit peu moins marrant pour l'entreprise. On place également des solutions firewall, segmentation réseau, nouvelles solutions antivirus, mais on pourrait y revenir un petit peu plus tard si vous avez des questions à la fin du webinaire. Et alors, ma deuxième casquette est, je suis également prof en fait à la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg, où j'enseigne la cybersécurité, principalement aux étudiants de Bac 3. Voilà un petit peu pour mes différentes casquettes. Euh, Et je ne alors, sais- ce soir, l'objectif finalement avec nos webinotes, c'est Alors, l'objectif ici, c'est de parler au Sint et de vous montrer en fait des outils que vous pouvez utiliser au quotidien pour finalement regarder un petit peu le type d'informations que vous laissez sur Internet et le type d'informations que d'autres entreprises ou des personnes mal intentionnées pourraient utiliser pour tenter de vous nuire. On y reviendra aussi plus dans le détail quand on verra la définition de l'OSINT pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et alors, la présentation ici a été pensée de manière à ce qu'elle soit abordable pour tout public. Donc, il ne faut pas avoir de connaissances poussées en informatique pour en fait réussir à utiliser les outils qui vous seront montrés. et alors effectivement, dans le sondage, quand tu entends OSINT, tu penses à quoi? La plupart, des personnes, 75 de nos webinautes ont répondu qu'ils n'avaient jamais entendu ce mot, et certains ont répondu, quelques-uns ont répondu: «Une méthode d'espionnage et de l'intelligence collective». Voilà, si vous avez aussi, d'autres idées, vous pouvez, le mettre dans le chat. Je vais mettre fin au sondage et on va mettre fin aussi à ce supplice de savoir c'est quoi finalement l'OSINT. On dit OSINT, on dit OSINT, on dit Non, on quoi? dit OSINT, c'est très C'est bien. très bien. Je sais bien que certains Français, pardon, disent OSINT, mais moi je préfère dire OSINT. On verra plus tard, hein, mais ça vient d'une concaténation de plusieurs mots anglais. Génial, génial. Alors, bah, c'est parti. Je vois que dans le chat, on nous dit que Muriel veut bien un audit si possible. On en reparlera plus tard, mais il y a des heures gratuites disponibles sur BCPerceive. On vous mettra le lien, vous vous inscrivez. En fait, vous pouvez avoir une heure gratuite avec un de nos experts. Pierre Michaud fait partie des experts, il y en a d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous mettre déjà le lien dans le chat, mais on en reparlera plus tard. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est une première étape et si vous voulez un audit complet, après, vous pouvez aller voir aussi d'autres entreprises. Là, c'est une heure gratuite offerte. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. La définition de l'OSINT, n'attendons plus. Mettons fin à ce supplice. Qu'est-ce que c'est l'OSINT? Alors, l'OSINT, en fait, c'est simplement une concaténation de mots qui veut dire Open Source Intelligence, donc ça vient de l'anglais. Alors, le but de l'OSINT, c'est simplement de collecter, d'analyser des informations qui sont disponibles publiquement. Donc, à ce stade-là, dans les missions de cybersécurité, on ne parle pas encore de hacking. Le but, c'est vraiment, on a une cible en particulier, un client qui veut auditer sa cybersécurité, et on va tenter en fait de récolter par tous les moyens possibles des informations disponibles légalement et publiquement qui concernent justement cette cible. Et donc, pour pouvoir récolter ces informations, on dispose de plusieurs sources. La source la plus connue et qui regorge de plein d'informations concernant les entreprises et les personnes en particulier, c'est évidemment les réseaux sociaux, hein. Quand on parle Facebook, Twitter, Instagram, on peut déjà déterminer pas mal de choses. LinkedIn aussi, pour les professionnels, constitue une belle mine d'informations. Alors, il y a aussi des ressources qui ne sont pas forcément numériques, donc on peut consulter des publications, des journaux, différents types de médias. Le but, c'est vraiment, on récupère un maximum d'informations disponibles publiquement et on tente en fait de les corréler et de les faire correspondre à la cible en question. Donc concrètement, l'OSINT, ça permet de découvrir ce que monsieur tout le monde peut savoir sur vous
Et donc, le monsieur tout le monde, ça peut être quelqu'un qui est bien intentionné, quelqu'un qui est curieux, mais également quelqu'un qui pourrait tenter de vous nuire ou de nuire à votre entreprise. Et donc c'est vraiment important de savoir finalement quelles informations sont disponibles Tout à fait. sur vous et sur votre entreprise. Et n'oubliez pas, ici, on va peut-être pas faire trop la différence entre vous et votre entreprise, parce que finalement, vous mettez des informations à disposition via votre entreprise, mais via vous aussi personnellement, ils ont aussi des informations et ils peuvent rentrer aussi plus facilement via vous dans votre entreprise. Enfin, rentrer, voilà. Donc les 2 sont un peu, interliés. Hem On parle On va... aussi d'OSINT, on parle des réseaux sociaux, des choses qu'on comprend bien, mais il y a aussi d'autres, Ouais, d'autres aspects, des choses qu'on connaît moins, dont on a entendu vaguement parler, mais qui existent aussi et ça aussi tu vas nous expliquer. tout à fait. Avant de revenir sur ce petit schéma que vous voyez, le but vraiment de la présentation, donc faut vous mettre à la place d'une personne qui va tenter de récolter un maximum d'informations. Donc on va essayer de démystifier finalement ce concept. Euh, Avec quelques explications, ça paraît pas abstrait, mais il faut savoir que le boulot enfin, le job des personnes qui font de l'OSINT, c'est un job à plein temps, donc on appelle ça des OSINTeurs. Et donc, généralement, on retrouve, par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est les enquêteurs à la police qui investiguent sur une enquête et pour tenter de déterminer ce qui s'est passé, elles vont tenter de récupérer un maximum d'informations et de les corréler avec le cas auquel elles sont en train de travailler. Alors, si on revient un petit peu sur le graphe, je vais juste le partager. Hop, voilà, je pense que normalement on le voit. Oui, c'est parfait. Alors, en fait, pour bien comprendre ce que c'est le SINT, il faut comprendre finalement ce que c'est une information. Une information, elle va avoir à un moment ce qu'on appelle une période de gloire. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à rechercher la même information. Typiquement, pour le moment, on parle beaucoup de la politique aux États-Unis, donc la plupart des gens essayent de trouver des informations sur les nouvelles directives que Trump est en train de mettre. Et donc, ces informations qu'on peut trouver, elles sont sollicitées par un grand nombre de personnes. Après, cette information, elle va avoir une courbe descendante, elle va peut-être être moins sollicitée par les personnes, par la population, mais elle sera toujours disponible sur Internet. Il faudra peut-être chercher un petit peu plus, mais globalement, on pourra quand même la retrouver. Donc, il existe plein d'outils qui permettent de trouver des informations qui sont disponibles sur Internet, mais qui ne sont pas forcément mises en avant par différents moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo et tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, on en arrive à trouver en fait différentes couches qui représentent l'Internet. Et l'Internet que vous connaissez tous, que vous utilisez quotidiennement, c'est ce qu'on appelle le World Wide Web et ça constitue 4%, 4% de tout Internet. Alors, Internet, c'est quoi? C'est tout simplement une suite de réseaux qui sont interconnectés via des routeurs, donc c'est des équipements physiques, et tous ces routeurs sont gérés par ce qu'on appelle des FAI, des fournisseurs d'accès à Internet. Les FAI les plus connus en Belgique sont Proximus, VOO, Telenet, voilà, il y a d'autres plus petits opérateurs. Et donc, tout ça, tout l'Internet auquel vous avez accès, c'est 4% de l'Internet mondial. Vous avez 90% d'Internet qui constitue ce qu'on appelle le deep web. Donc, on reste dans un Internet qui est totalement légal. Mais le deep web, la différence par rapport au web que vous utilisez, c'est que les ressources qui le constituent ne sont pas indexées par les moteurs de recherche. Ça veut dire que quand vous allez faire une recherche pour tomber sur une ressource sur Google, vous n'allez pas la trouver. Comment vous y accédez? Parce que vous connaissez le chemin d'accès ou que la ressource peut être également protégée par un login et un mot de passe. Donc, sur les sites où vous devez vous identifier, les ressources auxquelles vous allez avoir accès après une authentification ne sont pas disponibles directement par les moteurs de recherche. Alors, ces 90%, ça constitue quoi? Généralement des documents gouvernementaux, des recherches scientifiques, des recherches académiques, des rapports financiers, bref, tout type de documents
qui sont déjà plus ciblés pour une organisation, pour une entreprise. Et alors, dans ce qui nous reste à définir, c'est la couche un petit peu plus sombre, plus dark d'Internet. Donc, c'est ce qu'on appelle le dark web. Et ça constitue 6% de l'Internet. Donc 6% de l'interconnexion de ces réseaux. Alors, sur le dark web, on retrouve quoi? On retrouve évidemment plein de ressources qui sont totalement illégales, donc de l'achat de drogue, du trafic d'organes, du trafic d'êtres humains, des images pédopornographiques, etc. Et on n'y accède pas comme on veut parce que ces sites ne sont pas accessibles depuis un Internet traditionnel. Donc on doit utiliser une suite de logiciels qui s'appelle Tor et qui permettent justement d'avoir accès à ces sites. Alors, j'aimerais bien un peu nuancer, ce que je viens de dire parce que, le dark web, tout le monde voit ça comme, la partie, Le bah, ça porte bien mal. son nom, voilà, c'est ça, la partie un petit peu dark d'internet, où il y a tous les interdits possibles. Mais, il faut savoir qu'au début, le dark web, il a été imaginé pour garantir un certain niveau, d'anonymat et de confidentialité pour les personnes qui se rendaient dessus. Et il est bien pratique finalement pour des pays qui sont dans un régime un peu dictatorial. Vous prenez par exemple la Chine, la Russie, la Corée du Nord, où il y a beaucoup de censure, où finalement les informations qui priment et qu'on veut mettre en avant, c'est des informations que le gouvernement va choisir de montrer à sa population. Les gens, en fait, arrivent quand même à avoir accès à de l'information de qualité parce que des sites totalement légaux comme la BBC, CNN ou d'autres médias, en fait, même des journaux francophones, ont des versions de leurs sites qui sont accessibles depuis le dark web. Et donc, ça permet justement de bypasser un petit peu toute cette censure. Euh, J'espère que tout est clair. Mais donc, pour vous représenter un petit peu mieux ces différentes couches Internet, c'est le même schéma qu'avant, sauf qu'on a mis des images en fait sur ce graphe. Donc vous voyez que l'Internet auquel vous accédez représente contient plutôt des ressources que vous avez l'habitude de manipuler quotidiennement. Donc on voit Google, Instagram, Reddit, Facebook, etc. Le Deep Web, c'est simplement des icônes qui ont été rajoutées, mais pour montrer que finalement les ressources auxquelles on accède ne sont pas, je le redis, référencés par des moteurs de recherche ou sont disponibles via des mécanismes d'authentification. Et au niveau du dark web, pour pouvoir y accéder, on utilise un logiciel qui s'appelle Tor et on a accès à tous des sites en fait qui ne sont pas disponibles sur le web traditionnel. Et généralement, en fait, ces sites, vous les reconnaissez très vite parce qu'ils se terminent en .oignon. Donc ce n'est pas ce qu'on appelle un top level domaine, un TLD, c'est pas des .be, des .com, des .fr, le suffixe c'est .oignon. Et donc finalement, vous voyez que si on regroupe les deux couches qu'on connaît un petit peu moins, Deep Web, Darknet, ça représente 96% de tout l'Internet. Et il y a très peu d'informations qui sont, enfin très peu, il y en a déjà quelques, mais qui sont disponibles sur les 4% de l'Internet que vous utilisez. C'est-à-dire qu'une personne qui va mobiliser cette technique et le SYNT, elle peut faire des recherches dans 96% d'Internet qui est moins connu du grand public. Et là, c'est intéressant de comprendre. Il y a des techniques qui sont accessibles à monsieur tout le monde, comme tu disais, pour Ouais. avoir accès au deep web. Et là, c'est intéressant de se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il y a comme information sur moi dans ces 96%? Exactement. Et alors, on reviendra un peu plus tard au niveau des cas d'utilisation. Donc, pourquoi et dans quel cadre on utilise finalement l'OSINT. Et on verra que, notamment en sécurité offensive, qui est une des branches de la cybersécurité, on mobilise beaucoup les techniques pour récupérer de l'information sur les différentes sociétés. Ouais, on va voir tout ça. On tease un petit peu, hein. Alors, C'est ça. petit sondage, autre sondage. Est-ce que vous avez déjà googler sur quelqu'un, sur une entreprise pour avoir des informations, si oui, c'était peut-être, une collègue, un ancien crush, un client fournisseur, une entreprise, peut-être que vous n'avez jamais fait ça, ou vous ne préférez, pas répondre. Je vois qu'il y a un choix 6 qui s'est qui s'est intercalé dans le sondage, ne choisissez pas ça. C'était pas voulu. Hem Donc oui, on va parler aussi d'outils dans le deep web que vous connaissez
déjà, mais que vous n'utilisez pas de cette manière-là. Et donc, oui, déjà, le googler sur une personne, sur une information, c'est déjà un peu aller chercher des informations. Je vois que la plupart des gens ont déjà googlé sur une entreprise, sur un client, sur un fournisseur. Vous avez déjà cherché des informations pour en apprendre davantage, pour, et vous pourriez aller aussi plus loin, on le verra, avec les outils qu'on va vous présenter juste après, que Pierre va vous présenter en démo dans quelques minutes, quelques dizaines de minutes. On va voir encore un petit peu de théorie et après on ira dans ces outils. Donc oui, 86% ont déjà googlé une entreprise, 70%, plus de 70% un client ou un fournisseur, 39% un collègue. Moi aussi, j'ai déjà fait un nouveau collègue qui arrive, je vais taper son nom, je vais voir qui c'est, en savoir un peu plus. Un ancien crush, 25%. Et puis, il y a quand même quelques personnes qui n'ont jamais fait ça. Euh, Vraiment. Jamais trop tard. Jamais trop tard, oui, oui, oui. Parce que finalement, c'est aussi des outils pour en apprendre plus sur la concurrence et aussi vous démarquer. On parle pas assez de digital marketing dans les webinaires cybersécurité, mais c'est aussi une manière d'en apprendre davantage et d'aller un peu plus loin dans votre recherche. Alors justement, voyons un petit peu les cas d'utilisation. L'OSINT, c'est évidemment pas spécialement pour aller voir votre ancien crush, quoique, on ne sait jamais. Mais il y a d'autres cas d'utilisation de l'OSINT et tu en as déjà aussi un petit peu Oui, on avait parlé. un peu teasé le domaine juste avant, mais on va mettre des mots concrets finalement. Alors, l'OSINT et les différents cas d'utilisation, vous allez surtout vous retrouver dans le dernier point, je pense, mais dans le journalisme, on utilise l'OSINT pour vérifier la véracité des faits. Alors, vous avez sûrement vu, et vous n'êtes pas insensible, à l'émergence et à la part que prend l'intelligence artificielle finalement dans la vie de tous les jours. Et donc, ben, maintenant, il est de plus en plus facile, je vais dire, de générer des fake news. Et un journalisme de qualité ben, va continuer à vérifier la véracité des faits et tenter de trier pardon, l'information qui est réelle de l'information qui a été inventée de toute pièce. Et donc, pour ce faire, il va simplement aller collecter des informations qui sont disponibles, encore une fois, publiquement, et tenter ben, de faire un lien entre pardon, toutes ces informations, de manière à être sûr que le fait qu'on a remonté, il est véridique. Dans le domaine judiciaire, beh, on recherche de l'information pendant une enquête, donc ça fait partie de la tâche des équipes, forensiques. Alors au niveau de la police, il faut savoir qu'il y a différents, départements dans la police. Sans rentrer dans les détails, on a la FCCU qui est la Federal Computer Crime Unit, la RCCU qui est la Regional Computer Crime Unit et donc ces enquêteurs, dans le domaine, policier, quand ils sont amenés à investiguer sur un problème informatique, ils vont également faire toute une phase d'OSINT pour rechercher des informations. Alors, dans le domaine social et humanitaire, on a la lutte contre la désinformation, la dénonciation de crimes quand c'est encore une fois censuré par des pays où la liberté d'expression, bah, c'est pas trop ça. Et alors, ben, vous, ce qui vous intéresse, c'est par les entreprises, comme Pauline l'a dit juste avant, le but va être de surveiller la concurrence. Qu'est-ce qui se fait chez le voisin? Est-ce qu'ils sont en train de bosser sur un nouveau projet? Est-ce qu'ils développent un prototype qui pourrait peut-être révolutionner l'industrie dans laquelle vous travaillez? Les RH, évidemment, utilisent l'OSINT lors du recrutement, hein. Donc, quand le département, pardon, reçoit différents CV, on va aller checker un petit peu le profil de la personne, regarder si elle a des réseaux sociaux, s'il n'y a pas des petites photos, je ne sais pas, compromettantes ou voilà. Bah, pour le développement économique de l'entreprise, on revient un petit peu sur l'aspect surveiller la concurrence. Enfin, ça fait partie d'un de ces domaines-là. Et alors, bah, évidemment, pour améliorer sa posture cybersécurité, et donc, il faut toujours garder à l'esprit que tout ce que vous pouvez trouver vous concernant, bah, ça peut être également trouvé par des personnes qui sont mal intentionnées et qui pourraient tenter de vous nuire. Euh, Dans la cybersécurité,
Mais finalement, on a la possibilité d'appeler pardon, le SIM dans ce qu'on appelle des missions de red teaming. Alors pour ceux qui sont un peu novices dans ces concepts-là, le red teaming, il y a un aspect du red teaming qui est le penetration testing ou le pen testing en abrégé, et son équivalent en français, c'est le test d'intrusion. Alors le test d'intrusion, c'est quoi? C'est simplement une mission qui est mandatée évidemment par une entreprise et dont le but, c'est de déceler les vulnérabilités que l'entreprise a, afin de pouvoir lui remettre évidemment un rapport en fin de mission et qu'elle puisse corriger tous les problèmes qui ont été identifiés. Mais la méthode en fait qu'on va utiliser pour déterminer toutes ces vulnérabilités, c'est une méthode active. C'est-à-dire que on va se faire passer pour un hacker, on a entre guillemets carte blanche de la part de l'entreprise, et donc on va commencer à récupérer toutes les informations qu'on a là concernant. On va tenter de déterminer quelle technologie elle utilise, quelles vulnérabilités sont peut-être associées à cette technologie. Est-ce qu'il y a moyen d'en exploiter une, de rentrer dans l'infrastructure? Est-ce qu'une fois qu'on a compromis une machine, on ne sait pas avoir accès à plus de ressources au sein de l'entreprise? Et donc finalement, on avance pardon, un petit peu comme ça, en étant masqué, et on remet à la fin un rapport à l'entreprise qui lui permet d'améliorer sa posture cybersécurité. Et dans le pentesting, on utilise également tout ce qui est ingénierie sociale, donc social engineering, où finalement on va rédiger par exemple des emails de phishing dans le but de tromper un de vos collaborateurs, tenter de lui extorquer son mot de passe, espérer qu'il ait peut-être des droits un petit peu plus privilégiés que d'autres collaborateurs au sein de la machine, et on va avancer comme ça. Alors, j'ai un petit fun fact qui est arrivé lors d'une mission que j'avais réalisée. On avait fait avec un collègue un test d'intrusion pour une boîte qui était quand même déjà assez grosse. Et alors, en fait, on avait simplement cartographié tous les employés qui travaillaient pour cette entreprise via LinkedIn, parce que beaucoup s'enregistrent sur LinkedIn et mettent où ils travaillent. Et dedans, on a trouvé le responsable de la sécurité informatique, qui avait été victime d'une fuite de données, et son mot de passe en fait avait fuité. Donc on reviendra un petit peu là-dessus dans la suite du webinaire, et on verra comment on peut voir en fait si on a subi un vol d'informations. Et donc, cette personne, pour en revenir à la mission, son password avait fuité, et il s'est retrouvé sur le dark web. On a réussi à le récupérer. Il avait fuité 2 ans auparavant, il n'est toujours pas changé. On a réussi à rentrer dans l'entreprise comme ça. Donc, et ça faisait partie justement de cette phase OSINT, où on essayait de récupérer tous les profils qui travaillaient ou qui travaillent pour l'entreprise, et voir un petit peu s'il n'y a pas des fuites de données personnelles qui les concernaient. Alors, lors des missions de red teaming, évidemment, on va récupérer pas mal d'informations via les réseaux sociaux. Mon exemple avec LinkedIn, c'en était un parmi tant d'autres. On va essayer aussi de voir un petit peu les habitudes des personnes. Ces habitudes, en fait, peuvent donner des indications sur le mot de passe qu'elles auraient pu utiliser. Dans les habitudes, on va regarder un petit peu ce que les personnes possèdent. Est-ce qu'elles ont des enfants? Est-ce qu'elles ont un animal de compagnie? Si oui, on va créer en fait des tentatives de mot de passe. On appelle ça des wordies dans le jargon, sur base des informations qu'on aura trouvées. Donc, par exemple, si elle a un chien qui s'appelle, je ne sais pas, Léon, et qu'elle s'est mariée le 2 août 2017, ça pourrait être une tentative de mot de passe pour déterminer, enfin, pour trouver le bon mot de passe. Euh, une fois qu'on a tout ça, on va évidemment cartographier et tenter de déterminer les différentes ressources que l'entreprise utilise. Donc, par ressources, on entend le matériel, donc toute la partie physique, mais également la partie logicielle. Qu'est-ce qu'elle utilise comme logiciel? Est-ce que les logiciels sont plutôt dans le cloud? Est-ce qu'ils sont hébergée au sein de la société? Est-ce qu'elle a des serveurs? Et par rapport à ça, on va regarder si les versions, par exemple, des logiciels qu'elle utilise sont vulnérables à certains types d'attaques. Et si oui, on va tenter d'exploiter justement tout ça. Donc il y a vraiment un gros travail de collecte d'informations qui se fait en amont de ces missions.
Alors, Après, ça ne veut pas non plus dire que vous ne devez pas être sur LinkedIn, que vous ne devez pas être sur non, bien sûr. Instagram, surtout que maintenant, ça devient des outils indispensables pour votre marketing digital. Euh, mais, euh, mais ça veut dire aussi de savoir ce qui est disponible, et ça, on le verra aussi après. Mais je voulais aussi dire que voilà, Pierre n'est pas en train de dire que vous ne devez pas être sur LinkedIn avec cette petite anecdote, mais de faire attention effectivement à ce que vous partagez, ce qui est disponible sur Internet. Et ça, encore une fois, on verra aussi les outils. Et alors, mon but, c'est vraiment pas de vous dissuader de ne pas utiliser les réseaux sociaux, de vraiment vivre totalement isolé. C'est de vous faire prendre conscience tout simplement que bah, toutes les informations que vous publiez sur Internet, elles vont y rester à vie. Et donc, bah, tenter d'utiliser les différents outils de manière intelligente et non pas d'une manière qui pourrait être utilisée par une tierce personne contre vous. Donc, c'est vraiment prendre conscience finalement de tout ce qu'on peut faire. Voilà. Et je pense que dans les années à venir, ben, les technologies sont vraiment au centre du développement économique des entreprises et ben, ça va être super important de bien conscientiser les personnes par rapport à tout ça. Alors, sur ce petit slide ici, vous pouvez trouver différentes ressources qui constituent pardon, enfin, qui reprennent, pardon, des outils qu'on utilise, en fait, dans le Sint. Alors, le diagramme, il est déjà assez vieux, mais la plupart des outils que vous pouvez tenter de manipuler et qui sont pas trop compliqués à prendre en main, ils s'y trouvent. Vous voyez qu'on a toute la partie, réseaux, pardon, sociaux. Alors, bah, ça ne se limite pas aux réseaux sociaux européens. Donc VK, par exemple, c'est un réseau social, russe et donc, bah, parfois, il y a des personnes, bah, qui vivent en Europe, mais qui ont quand même un profil sur des réseaux sociaux, bah, d'un autre pays. Et il y a d'autres outils qu'on verra un petit peu plus dans le détail. Alors, je ne vais pas passer tous les outils du petit schéma en revue parce que sinon on va, clairement dépasser, le temps alloué au webinar. Mais vous voyez ici que, dans les moteurs de recherche, bah, on retrouve des outils comme Google et on verra dans la suite du webinaire comment on peut utiliser Google de manière intelligente pour tenter de récupérer, bah, des informations, liées à votre entreprise. Oui, Google que tout le monde connaît. On en verra d'autres Ouais. que vous connaissez moins, mais en tout cas, Google, ça m'a aussi pas mal impressionné dans les répétitions, de voir tout ce que tu as pu trouver via Google et qui n'est pas accessible directement. Donc là, on sera dans la partie Deep Web, mais depuis Google. Voilà, c'est ça. Alors, dans la suite des slides, j'ai un schéma à vous proposer aussi. Il y a un framework qui s'appelle Diocene Framework, on va pas faire compliqué. Et donc, si vous recherchez Diocene Framework sur Google, vous allez tomber sur un site qui répertorie en fait une quantité astronomique d'outils que vous pouvez utiliser en fonction du type d'information que vous recherchez. Vous voyez par exemple ici que, évidemment, c'est une image statique, mais si on clique sur username, bah, on a différentes possibilités. Donc, recherche d'email. Si je déplie recherche d'email, ben, il me propose, je ne sais pas combien, un peu plus d'une dizaine d'outils qui me permettent de rechercher des informations concernant concernant, beh, un email que j'aurais par exemple tapé. Alors, si je prends ici, Public Record parce que c'est ouvert, bah, on peut également trouver plein d'informations, concernant, beh, des papiers, gouvernementaux, des papiers financiers, des papiers, qui concernent finalement le pays dans lequel on est et je pense que dans cette, catégorie, vous retrouvez notamment le site de la BCE, qui est un site qui regorge de plein d'informations. Donc vous savez voir quel est le dirigeant d'une entreprise, du moins pour les personnes morales, hein. Pour les personnes physiques, c'est un peu plus limité. Mais quand vous avez une entreprise, vous savez voir qui est à la tête de l'entreprise, vous savez voir les statuts de l'entreprise, vous savez voir les chiffres d'affaires, vous savez récupérer, des informations concernant le numéro de téléphone, une adresse mail de contact qui est peut-être une adresse mail perso et non pas une adresse mail qui utilise le nom de domaine de l'entreprise. Et donc, voilà, ça constitue aussi une très belle mine d'informations. Oui, et d'ailleurs, j'ai partagé le lien dans le chat également, pour que Super. vous puissiez jeter un œil. Peut-être que toutes les termes ne vous parlent pas, c'est normal, mais voilà, vous pouvez déjà y jeter un œil. C'est, voilà, belle mine d'informations.
Euh, Petit sondage. On va lancer un troisième sondage. Parmi ces outils, lequel n'est pas un outil OSINT? Vous avez comme choix Facebook, Canva, Google Images, Strava et la BCE, la Banque Carrefour des entreprises. Lequel, avec tout ce qu'on vous a expliqué maintenant, n'est pas un outil OSINT, donc n'est pas un outil open source qui permet d'avoir des informations sur une personne, une entreprise. Alors, je vois que ça bouge. N'hésitez pas à répondre. Euh, J'ai vu une question aussi par rapport au mot de passe. Tu parlais dans ton exemple du mot de passe qui avait fuité et qui n'avait pas été changé après avoir fuité. Donc Muriel nous pose la question. Tiens, elle a plus de 20 mots de passe, ça devient compliqué à retenir. Est-ce qu'il faut des mots de passe en fonction des catégories? Alors, je ne vais pas te laisser répondre, Pierre, parce qu'en fait, on a aussi tout un webinaire sur les mots de passe, comment faire pour avoir un mot de passe fort, comment faire pour ne pas avoir à retenir des mots de passe, les nouvelles technologies comme les passkeys qui commencent à se mettre en place sur certaines applications comme Gmail, etc. Donc tout ça, on a un webinaire de 2 heures, donc c'est pour ça que je vais pas te lancer sur cette thématique. Mais en tout cas, c'est une question hyper intéressante et c'est hyper important de sécuriser vos mots de passe, vos entrées sur vos outils. Et on a un webinaire, on a des webinaires là-dessus, où on parle de gestionnaire de mots de passe, donc comme ça vous n'avez pas à retenir tous vos mots de passe, où on parle de double authentification, de passkey, on vous donne des exemples de gestionnaire de mots de passe, donc voilà, ça c'est aussi intéressant. Un gestionnaire de mots de passe, en quelque sorte, c'est une sorte de coffre-fort, et vous avez une clé pour y entrer, et ensuite vous avez accès à tous vos mots de passe, vous devez en retenir que un seul. Donc voilà, on y parle aussi de double authentification qui est effectivement très très important. Comment faire tout ça? Bah, ça, il y a aussi des replays. Alors revenons au sondage. Lequel de ces outils n'est pas un outil OSINT? La plupart des gens, 67% ont répondu Canva, euh, 26% ont répondu Strava, et ensuite on a quelques-uns qui ont répondu Facebook et Google. Et la BCE, tu l'avais juste mentionné avant, donc ça ils ont retenu, c'est un outil OSINT, c'est un outil où il y a évidemment plein d'informations, que ce soit l'adresse de votre entreprise, parfois un numéro de téléphone, une adresse email, etc., etc. Je te laisse donner la réponse, Pierre. Lequel de ces outils n'est pas un outil OSINT? Facebook, Canva, Google Images, Strava, BCE. Mais si on reprend les différents choix, Facebook, évidemment, une mine d'or d'informations, vu que ça contient les informations privées de millions d'utilisateurs, donc c'est évidemment un outil OSINT. Alors, on verra également qu'il y a des techniques qui ne sont pas légales en Belgique, mais qui permettent justement d'avoir accès à des informations qui seraient peut-être protégées par Facebook. Euh, Google Images, ça fait partie des démos qu'on va voir par la suite, donc c'est également un outil OSINT. La BCE, je l'avais cité. Et donc le choix ici, c'était Canva ou Strava. Oui. Alors, Canva, c'est la solution qui permet de faire un peu de design, de créer des affiches de com, etc. Et Strava, c'est une application que les sportifs utilisent pour aller courir. Et donc, la bonne réponse, c'est Canva. Donc, Canva, c'est pas un outil OSINT et Strava, c'est considéré comme un outil OSINT. Pourquoi? Parce que quand vous publiez les résultats de vos courses, de vos sports, etc., en fait, il y a le paramètre de géolocalisation qui permet justement de savoir où vous êtes, où vous vous trouvez, où vous êtes allé courir, pouvoir déterminer une routine. Et en fait, on peut réutiliser ces informations-là pour, par exemple, je vais prendre le cas de la rédaction d'un mail de phishing. Je pourrais me faire passer pour l'ami de la personne qui allait courir en lui disant que j'avais vu qu'elle avait fait un bon temps, que il était possible, enfin, lui proposer d'aller faire une course à tel ou tel endroit, dire qu'il y a par exemple la possibilité de s'inscrire à tel marathon. Évidemment, derrière, mettre un site qui est totalement frauduleux et dont le but c'est de récupérer des informations la concernant. Et donc, voilà. Et alors,
la petite info supplémentaire, c'est qu'il y a une branche qui est dédiée à comment l'OSINT, mais des lieux publics, et ça s'appelle la GeoINT. Donc ça, c'est juste Hmm. pour votre culture. Alors, Donc, Canva était la bonne réponse. Ce n'est pas oui, un outil OSINT, mais Strava, vu qu'il y a tout ce qui est géolocalisation et le fait de voir une routine d'une personne, c'est un ouais, outil pour déterminer certaines choses sur vous. c'est ça. Et en plus, avec Strava, je pense, je l'utilise pas, ou du moins pas quotidiennement, donc je ne m'avance pas trop là-dessus. Mais je pense que quand vous publiez le résultat d'une course, en fait, vous avez le pseudo de la personne, ou du moins son nom et le pseudo en dessous. Et donc, il est également possible, sur base du pseudo, de regarder, par exemple, tous les services auxquels elle a été associée ou toutes les autres plateformes qu'elle utilise. Donc, voilà, il y a moyen de récupérer ces infos-là. Petite question, je vois que Thomas nous demande, tu parlais de GeoInt, il voulait savoir comment ça s'écrit pour peut-être aller chercher plus d'informations. Comme géographique, donc GEO et puis INT, Ok, GeoInt, donc il l'avait. Parfait. c'est ça. Donc la suite, on va voir un peu les dangers comme mis à Ouais, l'écran et pourquoi l'OSINT est important parmi ces dangers. oui, c'est la dernière partie avant de passer aux différentes petites démos. Alors, l'OSINT, en fait, c'est des dangers, mais qu'il faut prendre dans les deux sens. Donc, c'est super important pour vous car il va vous permettre pardon, de trouver et d'identifier vos vulnérabilités. Comment? Bah, via des détections de failles pour vous qui sont invisibles. Donc là, on considère que les professionnels de la cybersécurité vont pouvoir déterminer, je reprends l'exemple des services que vous utilisez, bah, des services qui ont peut-être des failles et qui pourraient être exploités par des personnes mal intentionnées. Et donc ça, c'est des choses dont vous n'êtes pas conscient. Vous, dans votre business, vous avez des technologies qui fonctionnent. Et donc, vous ne vous posez pas la question de savoir est-ce que la technologie en question, elle présente une vulnérabilité. Est-ce que ça doit être patché? Est-ce qu'il existe un patch? Si oui, bah, généralement, les prestataires IT l'appliquent. Sinon, bah, elle prévient l'entreprise et regarde pour voir si le service en question est critique et si on ne peut pas le désactiver le temps que le fournisseur bah, développe un patch. Euh, Deuxième point, ben, la prévention des attaques ciblées. Alors, on a parlé du phishing tantôt, mais il y a une variante du phishing. Il y en a même plusieurs, hein. Il y a le phishing par téléphone, par exemple. Mais là, la variante dont je vais parler, c'est le spear phishing. Alors, le spear phishing, c'est quoi? C'est simplement un phishing qui est ciblé. C'est-à-dire que à la place d'envoyer 500 mails de phishing en espérant toucher ben, une personne au hasard, là, on va vraiment rédiger un mail qui colle à la personne dont on essaye de hacker, je vais le dire comme ça. Et donc, c'est là que le SINT est super important parce que en permettant de déterminer les habitudes d'une personne et finalement, ben, peut-être les ressources qu'elle possède, son entreprise, son contexte de vie, sa situation familiale, on peut rédiger un mail en fait qui lui colle totalement à la peau et qui est beaucoup plus crédible que un mail de phishing lambda. Alors, le troisième point, bah, c'est évidemment l'exposition de données sensibles. Vous allez voir via la petite démo après que en utilisant, bah, par exemple, les moteurs de recherche, on sait cibler les recherches pour récupérer ou du moins targeter tel type de données. Alors, il n'est pas dit que votre entreprise ait ce type de données dans la nature hein, ou que ce soit exposé sur Internet, mais il y a plein d'entreprises en fait qui ne savent pas que ben, les données qu'on va trouver sont disponibles et sont ouvertes à tout le monde, comme ça, en libre service. Et le quatrième point, ça permet de déterminer le périmètre de l'entreprise et finalement la surface d'attaque. Alors, il faut savoir également qu'avec l'essor des nouvelles technologies, cette surface d'attaque, elle augmente et elle continuera d'augmenter dans les années à venir. Et donc, c'est de plus en plus compliqué pour les professionnels de la cybersécurité de pouvoir vous fournir, je vais parler comme ça, une sécurité mais qui va tout couvrir. Pourquoi? Parce que avant, la plupart du temps dans les entreprises, on utilisait un serveur, des services et on bossait quand on était au bureau.
voilà, on accédait aux serveurs, on accédait aux ressources de l'entreprise. Alors, il y a eu le Covid où il y a beaucoup d'accès à distance qui ont été mis en place, parfois un petit peu dans la précipitation et finalement, ce qui était temporaire est devenu définitif et les consultants ne sont pas repassés pour, améliorer ou sécuriser ce qui avait été, mis en place. Donc c'est pour ça que faire un audit, parfois d'1 heure ou un audit, plus poussé, en plus en utilisant les aides pardon, de l'État qui existe, comme les chèques entreprises, bah, c'est pas négligeable. Et donc, il y a eu ces accès à distance qui ont été mis en place. Il y a les entreprises qui délocalisent des services et qui souscrivent de plus en plus à des services cloud. Alors là, on a 2 cas de figure. Soit on a un service, de type software as a service où la solution est un peu, clé sur porte. Donc, vous créez un compte, puis vous commencez à utiliser la solution et c'est, finalement le fournisseur de services qui s'occupe de toute la partie infrastructure, sécurisation de la solution et cetera. Soit vous avez des services cloud où, vous louez le service, mais vous devez le configurer vous-même. Alors, si vous le configurez mal, ça peut potentiellement ouvrir aussi une porte d'entrée pour, des personnes mal intentionnées et tenter de récupérer, des informations, confidentielles qui vous concernent vous ou, votre entreprise. En pratique, je pense que c'est, ce que tout le monde attend. Attends, ouais. Heu, Tout le monde attend, je pense que c'est juste, pour le slide d'après, mais les pratiques qui sont courantes, ça c'est vraiment, en fait, on prend l'OSINT et on a des concepts dans l'OSINT. Donc, je vous parlais tantôt de récupérer des informations confidentielles, enfin pas confidentielles, mais sensibles via Facebook. La première partie, pardon, c'est ce qu'on appelle le SOC Puppet. Et donc, c'est la création de faux profils. Donc, sur Facebook, maintenant, je pense que les personnes le savent et sont de plus en plus conscientes, mais il y a différents niveaux de confidentialité par rapport aux posts et aux ressources que vous publiez. Et si vous sélectionnez la petite terre, ça va être ouvert à tout le monde. Si vous sélectionnez les 2 petites personnes, c'est uniquement avec, vos amis. Et donc il y a potentiellement du contenu, en fait, qui est pas accessible pour tout le monde. Et donc les personnes vont aller créer des faux profils, essayer de vous ajouter en ami et puis, seulement avoir accès justement aux informations qui les intéressent. Alors, on avait eu dans un précédent webinaire, Serge Joutin qui avait qui avait mentionné que, en fait, c'était une pratique totalement illégale en Belgique. Elle est illégale en Belgique, mais c'est pas pour ça que les gens, ne le font pas. Donc, voilà, ça constitue une des pratiques de l'OSINT. Le Google Dorking, qu'on va vous montrer après dans les petites démos, donc c'est l'art d'optimiser les recherches. Google fonctionne en fait avec des mots-clés, des mots qui sont réservés. En utilisant ces mots-clés, on sait vraiment cibler, le type de résultat qu'on attend. On a le reverse image search. Alors ça, c'est le fait de pouvoir donner, par exemple, une image à Google dans le but de retrouver une personne. Euh, C'était pas super fiable il y a, je dirais, je sais pas, quelques mois, quelques années, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les recherches et les résultats donnent de très bons taux de réussite. On parlera des métadatas. Donc, c'est des données qu'on va dire cachées et qui sont propres en fait à tous les fichiers qu'il y a sur votre PC. Donc, c'est des données en fait qui le caractérisent. On va voir que ces données peuvent contenir plein de données confidentielles qui peuvent être aussi exploitées. La surveillance de forums, de data leak ou de Passbean, alors ça consiste simplement à regarder en fait sur des forums où on parle un peu de hacking, de fuite d'informations, s'il n'y a pas des informations qui nous concerneraient. Euh, voilà, c'est un peu moins utilisé par les personnes lambda parce que ça mobilise quand même pas mal de ressources. Le data leak, c'est simplement une fuite d'informations, ici, elle est sensible. Et le Passbean, en fait, c'est un autre exemple, mais c'est souvent utilisé par les développeurs pour copier-coller des bouts de code et les transférer de machine en machine via Internet. Donc, on récupère un lien, une URL, on le loue dans un autre navigateur et en fait, on récupère le code qu'on a copié dedans. Alors, j'ai déjà vu, maintenant, ça devient un peu plus rare. En fait, quand les développeurs copient-collent leur code là-dedans, ils incluent des informations totalement privées à l'entreprise, des clés, des mots de passe. Et donc, évidemment, quand on tombe dessus, c'est un peu la boîte de Pandore. Euh, on cartographie les infrastructures. Donc, ça, c'est en utilisant différents outils.
On démarre du nom de l'entreprise. On va vraiment faire, pardon, une cartographie complète de l'infrastructure, c'est-à-dire savoir ben, quel IP public, par exemple, elle utilise, où les bureaux sont situés, quel service cloud auquel elle a souscrit également. Et finalement, on va essayer d'avoir une vue globale de toute l'infrastructure de l'entreprise. Et donc, ça, évidemment, c'est une liste qui n'est totalement pas exhaustive. Donc, il y a plein d'autres pratiques, mais c'était celles auxquelles je voulais vous conscientiser et qui constituent donc les pratiques courantes dans le SINT. Alors, à ce stade-ci, je pense que tout le monde se pose évidemment plein de questions et je vois dans le chat, bah, tiens, comment sécuriser, etc., etc. Et encore une fois, il y a plein de bonnes pratiques que vous pouvez appliquer facilement. Et vous pouvez, comme tu disais dans un des précédents webinaires, si tu peux passer juste à la slide d'après, Oui, bien euh, sûr. un des précédents webinaires, il y avait un des confrères de Pierre, Serge Houtin, qui a fait partie d'ailleurs de l'unit cybersécurité, les forces spéciales cybersécurité, qui expliquait, qui avait plein d'anecdotes aussi. C'est toujours très, très, très sympa de suivre ces webinaires parce qu'il a toujours plein d'anecdotes sur le monde de la cybersécurité. Donc, il y a plein de webinaires sur les bases de la cybersécurité, sur le cloud aussi. Je vois qu'il y a des questions sur le cloud, sur les adresses mail. Il y a tout un webinaire aussi sur euh, comment gérer ces informations. Est-ce qu'on utilise un cloud? Est-ce qu'on duplique sur un disque dur, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va pas aller dans ces discussions-là, on va vraiment se concentrer sur le SIN, mais n'hésitez vraiment pas à aller voir ces autres webinaires sur des sujets qui vous intéressent, vous et vos collaborateurs, parce qu'un des points, moi, qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est la sensibilisation. Et plus vous en savez un peu plus sur la cybersécurité, plus vous pouvez vous protéger. Et c'est un univers très large. Aujourd'hui, on fait un focus sur le synth. Donc, n'hésitez pas. Là, je vois que Sandra aussi a mis un lien vers les règles de base en cybersécurité. Et il y a aussi sur la chaîne du SNI, donc toute une liste de webinaires. Regardez les titres, allez vers là où vous vous posez des questions en premier. Regardez celui avec les bases, c'est toujours très important. Il y aura aussi d'autres webinaires sur la cybersécurité. Et puis, je le rappelle, il y aura également, vous pouvez aussi vous inscrire sur BeCyberSafe pour avoir une heure gratuite, une première heure gratuite par rapport à ça. Euh, on peut passer aussi à la petite question, je vois que tu l'as lancée. Euh, Est-ce que vous pensez que votre profil personnel contient des informations sensibles? C'est la question 4. Non, j'ai tout bien sécurisé. Peut-être un peu, sans y penser. Oui, clairement. Ou je ne sais pas. Euh, Tiens, Pierre, toi, tu répondrais quoi à cette question? Est-ce que tu penses que ton profil enfin tes profils sur les réseaux sociaux, sur Strava peut-être, contient des informations sensibles? Euh, oui, C'est peut-être clairement. une question piège que je te pose. Oui, clairement? Oui, clairement. Clairement, pourquoi? Parce que je pense que même si on essaye de tout bien sécuriser, eh ben, il y a sûrement un petit élément qu'on a oublié. Euh, Personnellement, j'utilisais peut-être des services avant de faire de la cybersécurité dont je connais même plus les noms, où je m'étais créé un compte, où j'avais entré des infos personnelles, et donc je serais incapable de les retrouver. Maintenant, voilà, je pense, je mets pas énormément de choses sur les réseaux sociaux. Et je pense que je fais assez attention, mais je ne peux pas garantir à 100% ne pas avoir d'informations personnelles me concernant. Je crois que je vais aller faire mes petites recherches après. Non, mais tout ça pour dire que même un expert en cybersécurité n'est pas à l'abri d'une attaque. Et je pense que on ne le saura jamais. Le principe de la cybersécurité, c'est de mettre en tout cas des, des sécurités, des murs entre ce que vous avez de précieux, la donnée, vos clients, etc., etc., et de pouvoir faire en sorte que ce soit difficile d'accès, mais en tout cas une attaque. euh,
avoir accès à certaines infos, c'est un peu inévitable. On essaye toujours d'atténuer en fait le risque finalement qu'une personne mal intentionnée puisse accéder à des données, sensibles. Maintenant, il y a toujours cette contrainte de temps et si entre guillemets, ben, cette personne mal intentionnée vous a prise en grippe et va décider de passer 2 ans à tenter de vous voler des informations, confidentielles, beh, il se peut qu'à un moment, elle y parvienne, que vous je ne sais pas, vous vous inscriviez sur un service qui est peut-être, pas totalement digne de confiance, qu'un informaticien vienne faire de la maintenance dans votre infrastructure et active un service pour la maintenance et s'en aille, oublie de le désactiver. Donc, on essaye vraiment d'atténuer ce risque. Maintenant, le risque zéro en cybersécurité, il n'existe clairement pas. Et donc, nos webinautes ont répondu, peut-être un peu, sans y penser. Voilà, c'est leur réponse principale. Quelques-uns ont répondu donc dans l'ordre oui, clairement. Ensuite, je ne sais pas. Et ça, pour ceux qui ont répondu je ne sais pas, aujourd'hui, vous pouvez utiliser les outils qu'on va vous présenter pour savoir un petit peu plus sur les infos disponibles à propos de vous sur Internet. Et enfin, quelques personnes ont quand même répondu non, j'ai tout bien sécurisé. Euh, voilà Parfait. pour ce. C'est quoi le nom de ces personnes? J'ai mis les sondages en anonyme. Mais je les invite à peut-être mettre leur nom, prénom, euh, ou pas, parce que voilà, ils veulent être sécures. Mais on pourra peut-être utiliser les outils sur eux. Donc voilà. Euh, je vois que Daniel dans le chat nous dit ah, j'ai regardé sur LinkedIn Pierre Michaud, je sais dans quelle ville il habite, mais pas où exactement. Donc voilà, on sait où Pierre habite. C'est déjà une première chose sur lui. On pourra creuser plus sur Pierre tout au long de ce webinaire. Je vais Ah, si vous ouvrir mon trouvez des deuxième choses écran. intéressantes, envoyez-les-moi. Donc voilà pour cette petite question. On n'est jamais à l'abri. Je propose qu'on fasse une petite pause de quelques minutes et on va vraiment rentrer dans les démos juste après. On vous a fait patienter, on vous a expliqué un peu certaines infos. Je pense que c'était important de remettre les bases et de savoir ce qu'était le SINT et que vos informations personnelles peuvent se retrouver sur Internet. Mais on ira voir concrètement les outils. On va faire des petites démos. Ça va être très chouette. Restez connectés, ne partez pas. Je vais envoyer une petite vidéo de pause pour patienter. Mais restez connectés sur ce lien. Allez vous chercher un petit verre d'eau, etc. pour continuer, les pop-corn pour continuer la suite de ce webinaire. Je vois que certaines personnes nous quittent au moment de la pause. Euh, et pour répondre à ces personnes qui devraient quitter ou qui n'ont pas su se joindre, vous aurez les slides et vous aurez le replay disponible sur la chaîne YouTube du SNI. Vous aurez accès en primeur, vous aurez un petit email après ce webinaire pour avoir toutes les infos par rapport à ce webinaire. Donc, petite pause. Pierre aura le temps de boire une petite gorgée d'eau et on se retrouve juste après pour la suite et pour évidemment continuer à parler cybersécurité et on ira voir les petites démos, plein d'outils, dont Google que vous connaissez très bien, mais peut-être pas si bien que ça. À tout de suite.
Nous revoilà dans ce webinaire pour la suite et surtout pour les démos qu'on attend avec impatience. Je vous partagerai directement les liens vers les outils, comme ça vous pouvez éventuellement les tester en même temps, mais n'oubliez pas d'écouter les bons conseils, les bons tips de Pierre tout au long de ces démonstrations. Je vois qu'il y a quelques questions aussi dans la partie questions et réponses. Des questions un peu plus, on va dire, techniques sur des outils, etc., etc. Euh, je propose qu'on en prenne quelques-unes, mais rapidement, et tu dises oui, non, ou je ne sais pas, parce que parfois on n'est pas, Pierre ne connaît pas spécialement tous les outils. Euh, mais une première question de Pierre, justement, un autre Pierre. Il vient de changer de plateforme pour ses emails et pour le cloud. Il est maintenant sur Nubo. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu connais? Oui, non. Non, je ne connais pas du tout le fournisseur. Par contre, ce qui est toujours intéressant, c'est de savoir un petit peu où est-ce que les serveurs sont situés. S'ils sont situés hors de l'Union européenne, ben, ils sont déjà pas soumis au règlement général à la protection des données, là, le fameux RGPD. Donc, ça constitue déjà un bon point à vérifier. Et alors, regardez un petit peu dans les conditions d'utilisation de la solution, parce qu'ils préconisent au niveau des données à caractère personnel, au niveau de la sécurité des infrastructures. Je ne sais pas si c'est quelque chose voilà, qui figure dedans. Le niveau de SLA aussi, la disponibilité des services qui garantissent, ça fait pas mal de critères qui peut vérifier, mais la solution, pardon, en tant que telle, je ne la connais pas. Alors, Evelyne qui pose aussi une question sur un outil qu'elle utilise pour son site internet qui est hébergé, qui est euh, sur Wix. Est-ce que tu connais Wix? Est-ce que c'est un outil qui peut être dangereux, entre guillemets, pour la cybersécurité? Euh, Est-ce qu'elle doit mettre des choses en place de manière spéciale, sans entrer non plus dans les Ouais. détails? Alors, Wix, je connais de nom parce que je n'ai jamais été amené à auditer cette technologie. Je sais que ça permet de construire un site de manière assez simple, c'est intuitif, donc il faut pas de connaissances de développeurs, c'est via des éléments qu'on drag and drop et voilà, on construit son site comme ça. Je ne sais pas s'il y a la possibilité d'utiliser des plugins externes. Si oui, il faut toujours vérifier la provenance de ces plugins. Et alors, il y a toujours moyen de sécuriser davantage en fait le site. On peut parler par exemple de Web Application Firewall, utiliser comme Cloudflare, c'est un acteur quand même majeur dans la cybersécurité. Et en fait, si vous voulez, le fait de placer Cloudflare entre Internet et votre site, ça va permettre de filtrer déjà une partie des requêtes qui seraient potentiellement malicieuses avant de les transmettre. Donc, il y a pas mal de techniques qui l'exigent justement pour renforcer des sites Internet. Et il faut voir surtout si le site, en fait, est un des assets critiques pour l'entreprise. Si c'est par exemple un site de e-commerce et que l'entreprise réalise la majorité de son chiffre d'affaires via le site Internet, c'est quand même important de l'auditer et d'être sûr de sa robustesse et de sa fiabilité. Donc, le conseil aussi, c'est finalement faire une cartographie des assets que vous avez, et qu'est-ce qui est le plus important et quoi, quelle forteresse mettre en place pour la cybersécurité. Et puis l'audit très, 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 très important. On rentre dans le sujet des démonstrations. Je suis impatiente. Oui, Euh, volontiers. on y va. Attends, je repartage mon écran. Est-ce que tu sais juste me dire quand c'est visible pour tout le monde? Oui, c'est visible. Je vois Have I Been Pwned. Je vais d'ailleurs Voilà. partager le lien. Vous pouvez faire le test de votre côté en même temps que Pierre. Voilà, je partage. C'est parti. Alors, Have I Been Pwned, c'est un site qui est super pratique et qui vous permet en fait de vérifier sur base de l'adresse email que vous allez rentrer si cette adresse email a déjà été associée à des fuites de base de données.
Alors, dans ce cas-là, quand on dit fuite de base de données, on ne parle pas forcément de vous qui auriez rentré, par exemple, un mot de passe sur une plateforme frauduleuse. C'est vraiment des solutions sur lesquelles vous vous êtes inscrite. Je ne sais pas, par exemple, vous avez un compte LinkedIn. Ben justement, on va reprendre cet exemple-là. Ben, si LinkedIn a été victime d'une cyberattaque et que ben, les pirates ont réussi à exporter des données confidentielles, il est possible que le mot de passe qui soit associé à votre compte ait été compromis et soit disponible dans la nature. Alors, si on regarde pour mon adresse mail à moi, donc je clique juste sur le petit lien, c'est super, c'est vert. D'après lui, je n'ai jamais été compromis, donc c'est déjà chouette. Si je prends l'adresse mail de notre collègue Sandra et que je regarde, ben là, il y a un peu de rouge, c'est un peu moins beau. Alors, on voit les... enfin, où est-ce qu'il y a eu cette fuite de base de données? Alors, on retrouve LinkedIn, verification.io et Twitter. Alors, on a également pardon, l'année des leaks. Donc, Twitter, c'était en 2023, LinkedIn, c'était en 2016. Et le conseil qu'on donne, ben, c'est évidemment si votre adresse mail se retrouve là-dedans, ben, changez directement votre mot de passe parce qu'il est déjà disponible sur Internet. Alors, en tant que pentester, en fait, quand on fait des audits de cybersécurité et qu'on tente de s'introduire dans les entreprises, il faut savoir que ça, c'est la version du site que vous voyez qui est accessible via Internet. Il existe, désolé, commence à être tard, il existe en fait une version sur le dark web qui permet de récupérer directement le mot de passe qui a fuité, qui est associé à l'adresse mail. Évidemment, bah, ces sites-là, c'est ceux qu'on tente également d'utiliser bah, pour récupérer ces informations sensibles. Et bah, ça permet, si vous n'avez pas changé votre mot de passe, bah, de pouvoir compromettre un des comptes bah, qui a été référencé dans le leak. Alors après, on va un petit peu plus loin. Sur base de la cartographie qu'on a effectuée au préalable et qui vous concerne, vous, votre entreprise, on peut se dire que vous réutilisez peut-être le même mot de passe sur plusieurs comptes. Et donc, ben, c'est pas parce que le mot de passe qu'on a réussi à récupérer et qui a été compromis n'est valable que pour Twitter, verification.io et LinkedIn, que vous n'utilisez pas pour Facebook ou Microsoft 365. Et donc, voilà, c'est assez important de prêter une attention particulière à ça. Il y a une petite fonctionnalité du site qui est super pratique, qui est Notify Me. Donc, vous mettez simplement votre adresse email. Et si à un moment, ben, Have I Been Pwned détecte qu'il y a eu ou qu'il y a un nouveau leak qui est entre guillemets disponible et que votre adresse est associée à ce leak de données, ben, vous allez recevoir un mail en disant eh ben voilà, votre adresse elle a été référencée dans ce leak. Ben, dans ce cas-là, il faut également changer ben, directement votre mot de passe pour éviter de vous faire compromettre. Et là, dans cet exemple, évidemment, c'est pas la faute de Sandra, que Non, bien sûr. son adresse email et son mot de passe aient pu être disponibles. C'est voilà, très bon hacker. Et l'étape d'après, c'est en fait aller changer vos mots de passe. Si vous avez, c'est une mauvaise pratique, mais si vous avez un même mot de passe, évidemment, c'est aller changer tous ces mots de passe-là. Donc voilà. Et puis de toute façon, il faut changer de temps en temps les mots de passe. Donc c'est pas plus mal, une fois qu'il y a un truc qui a leaké, d'aller tout changer. Oui, tout à fait. Mais ici, on voit le nombre de leaks, hein. Je pense que ce nombre est relatif aux trois technologies qui sont sorties ici, mais 14 milliards 949 millions 479 875 comptes, c'est pas mal. Euh, le deuxième outil que j'aimerais bien vous présenter, en fait, c'est simplement Google. Donc, Google que vous utilisez quotidiennement, moins que vous utilisiez d'autres moteurs de recherche comme DuckDuckGo, Ecosia, ou voilà, il y en a plein. Mais Google reste quand même l'un des plus puissants pour ma part. Alors, il y a une technique, un art dans le hacking qui s'appelle le Google Dorking. Le Google Dorking, c'est quoi? C'est utiliser Google pour trouver des informations bah, sensibles. Et en fait, il faut savoir que Google a deux méthodes de fonctionner. Donc, si je veux rechercher quelque chose, bah, je vais taper chien assis, par exemple. Ça fonctionne très bien étant donné que
Ça ressort des toitures, mais apparemment, chien assis, c'est peut-être également un terme qui est connu dans le milieu de la construction. Bah, je vais remplacer chien par chat. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et donc ça, c'est la manière traditionnelle dont tout le monde se sert de Google. On fait une petite recherche et on espère tomber sur des résultats pertinents. Alors, le Google Dorking ou le Google Hacking, c'est utiliser les mots qui sont réservés et qui vont permettre de filtrer au mieux vos requêtes. Alors, il y a un autre site qui recense en fait plein d'expressions que vous pouvez utiliser sur Google. On voit qu'il y a approximativement 530 pages, sachant il y a 15 résultats qui sont affichés par page, ben, ça fait déjà plus de 5300 résultats, donc c'est ben voilà, 7944, c'est marqué ici. Et donc, c'est des expressions finalement qui permettent de trouver bah, des choses allez, confidentielles. Si je reviens sur Google, bah, il y a des mots qui sont faciles à utiliser, faciles à comprendre, parce que dans le Google Hacking et les expressions qu'on a ici, bah, ça peut vite devenir un petit peu incompréhensible, on va dire. Mais l'expression la plus commune, c'est simplement de lui spécifier site de points. Et donc là, on va simplement lui dire tous les résultats que tu vas m'afficher, je veux que ça concerne un site en particulier. Alors, bah, je vais prendre le SNI, tout simplement, donc qui fournit le webinar, et je vais lui associer un autre mot-clé qui est réservé et lui mettre bah, le type de fichier que je veux que tu me sortes. C'est par exemple tous les PDF. J'appuie sur Enter et en fait, il va aller me rechercher tous les PDF qui sont disponibles sur le site du SNI. Et comme vous pouvez le voir, ben, il ne m'affiche que les résultats qui sont relatifs au site sninet.be. Si je clique sur le premier, ben, c'est simplement des directives Covid. Voilà, sécurité d'abord, enfin bref, c'est tous les documents PDF qu'il a pu récupérer. Alors vous allez me dire, bah ouais, c'est bien de récupérer les documents PDF. Bon, c'est pas des informations sensibles ici, mais vous pouvez en fait tout simplement changer l'extension de fichier que vous voulez rechercher et la remplacer par exemple par TXT. Bah, ici, le SNI n'a aucun fichier TXT sur son site, mais c'est quelque chose que on aurait pu retrouver. Vous pouvez par exemple taper CSV. Bah, il n'y a pas de résultat non plus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben, un fichier CSV, c'est simplement un fichier Excel, généralement qui est utilisé par des logiciels pour exporter des données. Donc ça peut être comment pertinent ici. Euh, je vais vous montrer également un autre mot qui est réservé, qui s'appelle InTitle. Donc là, il va simplement rechercher en fait des informations qui sont contenues dans le titre du site. Et alors, il y a un mot qui est utilisé par les serveurs web qui est index off. Donc, quand on se rend sur un site et que bah, le site est peut-être en cours de construction, il a été mal configuré, la page qu'on demande n'existe pas, en fait, le serveur web, il va simplement afficher une page qui reprend tous les répertoires et les fichiers du site, mais il ne va pas les mettre en forme. Et le titre de cette page, ben, c'est index off. Et je vais lui dire, bah, je sais pas, mets-moi le deuxième mot backup associé à index off. Et donc là, bah, on voit qu'on a déjà pas mal de résultats. Alors, on ne cible pas un site en particulier. Il n'y a pas le mot-clé réservé site. Là, je veux simplement bah, tous les résultats où dans le titre, il y a index of backup. Si je prends le premier, je ne sais pas c'est lequel, bah, vous voyez que on tombe justement sur cette fameuse page. On a déjà bah, pas mal d'informations qui peuvent aider. Donc, on a la version du serveur web, l'OS sur lequel il tourne, donc une Debian, et le port sur lequel il écoute. Et donc, ben, je pourrais très bien déjà faire une recherche sur Google en utilisant cette version du serveur web et lui dire, par exemple, bah, sors-moi toutes les vulnérabilités qui y sont associées. Après, je potasse dans mon coin, je regarde un petit peu ce qu'il est possible de faire, d'exploiter. Et voilà, vous voyez que à la base, un simple serveur qui est sur Internet bah, permet déjà de retrouver bah, des informations qui sont finalement sensibles. Et vous voyez que dans ma recherche, j'ai mis index of backup. Et donc, j'ai tous des fichiers ici backup qui ont peut-être été créés par le développeur, je ne sais pas, parce qu'il faisait des tests avant de mettre des choses en prod. Mais
j'ai un backup.class, un backup.php, un backup fileedit.php. Et donc, voilà, je pourrais tenter de les récupérer, regarder s'il n'y a pas des informations sensibles ou d'autres informations intéressantes. Et vous voyez que tous les résultats, finalement, qu'on trouve ici, bah, c'est des résultats qui sont vraiment reliés à la recherche Google on a faite. Donc, si ça vous intéresse, je ne sais pas si Pauline a mis le lien. Oui, j'ai mis, Ouais, enfin j'ai pas mis le lien Google, mais j'ai mis, j'ai mis oui, les exemples que tu as montré avec site de.exemple.com et là vous pouvez mettre le nom de votre site et puis des exemples comme file type de .pdf comme tu as montré ou le index of backup en n'oubliant pas les, les guillemets. Et ouais, donc avant une title, on pourrait mettre site de sninet.be. oui, bien sûr. Donc là, on peut Si je mets ajouter site de point SNI, c'était sninet.be, Ouais. voilà. Bah, on voit que ça ne retourne rien. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que bah, ici, j'ai fait quelques requêtes, mais si j'en fais plein, en fait, Google va détecter qu'il y a une, un comportement suspect qui est en Ah, train de se passer sur le PC et il va demander de vérifier qu'on est bien humain à l'aide d'un CAPTCHA. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser qui automatisent ce genre de requêtes. Et donc, qui vont envoyer plein de requêtes à Google dans le but bah, de de trouver des voir en infos, fait quoi. toutes les informations qui sont pertinentes. Ok, donc ça, c'est le genre Donc, de évidemment, recherche qu'on pourrait, que vous pouvez faire, vous, pour votre site web, et voir s'il y a des informations qui sont sensibles et qui sont accessibles. Ou là, par exemple, pour l'exemple du SNI, il y avait des PDF qui étaient accessibles, mais c'était pas grave, c'est des PDF qui ah peuvent oui, être oui, 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 accessibles, c'est donc ça. c'est pas Vous, très vous grave. pouvez avoir des ressources qui sont totalement légitimes, comme vous pouvez avoir, par exemple, Un PDF bah, avec un tous les mots de passe PDF. de l'entreprise. Ça, ce Oui, c'est serait ça. malheureux. Ou un PDF avec un bon de commande, une facture, Hmm. et alors bah, on peut également récupérer le design de la facture pour en émettre une frauduleuse. Donc voilà, il y a... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, faut vraiment voir ben, la manière dont on peut détourner finalement toutes les informations qu'on peut trouver. Ok. Alors, le second outil que j'aimerais bien vous montrer, si je prends, bah voilà, Pauline, une photo de toi, Moi, dans toute ma splendeur, voilà. un peu plus jeune. En fait, il y a moyen d'effectuer des recherches inversées. Donc, il y en a sûrement parmi vous qui connaissent pardon, déjà la fonctionnalité. Mais donc, si je prends Pauline et que je l'upload, ah, magnifique. C'est Google qui ne veut pas. Est-ce que tu n'es pas obligé d'accepter les cookies ou quelque chose comme ça pour ce genre de truc? Ouais, Enfin, je ne mais sais pas. j'aime pas parce qu'il traque déjà assez sur Ouais. la vie des gens. Mais bah écoute, je vais réessayer. Hein. Est-ce que si j'accepte les cookies, ça fonctionne mieux? Non, même Ah pas. non, même pas. Zut, on n'aurait pas dû. C'est ouais. Bon, ce navigateur, il est clean, donc normalement ils ont pas grand-chose, mais euh, en fait, il me le redemande à chaque fois. Donc normalement, bah c'était censé vous montrer qu'on arrivait assez rapidement à retomber sur l'identité de Pauline. Pardon. Ah, chez moi, ça fonctionne. Mais c'est Mais, que c'est chez moi qu'il y a mais je suis sur mon un petit navigateur problème. normal, quoi. Ah, ça y est, il l'a pris. Ok, Ah, super. Et donc, voilà, j'ai simplement fait un copy-paste de sa photo et on voit directement bah, qu'il a retrouvé la source d'où a été pompée l'image et bah, il a directement trouvé la personne. Donc, un outil assez puissant. Alors évidemment, ici, dans le cadre de la démo, ben, la photo a été prise sur un site existant, mais ça fonctionne également très bien si vous avez pris, par exemple, la photo d'une personne, donc l'intelligence artificielle qui est derrière et qui va tenter de déterminer ben, l'identité, a bien été améliorée dernièrement, donc ça fonctionne vraiment bien.
Donc là, avec une image, vous pouvez aller retrouver des infos sur cette image, que ce soit une image de personne ou aussi d'un De lieu, lieu, oui, tout à fait, tout à fait, tout à d'une fait. Donc, chose. Google Lens, en fait, à la si, base, est fait pour ça. C'est aussi pour scanner, par exemple, une tasse, un objet, et dire, ah bah, j'ai envie de retrouver cet objet-là et de racheter le même. Donc, c'est assez intéressant. Ah oui, donc voilà, là, c'est l'exemple avec le lieu. ouais, voilà, donc juste en mettant la photo d'une image, bon, on arrive rapidement aussi à retrouver où elle a été prise, donc ça ça fonctionne assez bien. Ça, c'est une particularité de Google qu'il faut mentionner, c'est que on peut faire des recherches sur base de texte, des recherches sur base de mots-clés qui sont réservés, que je vous ai montrés, et également des recherches sur base d'une image. Donc ça, c'était pour les outils Google. Google, les recherches un peu avancées, et puis le Google Images que vous pouvez aussi utiliser. Là, on est sur Oui, un autre tout à fait. site avec des œufs. Alors, non, c'est simplement une pub, mais c'est pas le seul site qui existe. Le site WIS, en fait, il permet de récolter toutes les informations concernant un nom de domaine, un site en particulier, une adresse IP publique. Et donc, pour le petit exemple ici, je vais utiliser le site de la société Megacorp One. Donc, je peux l'ouvrir ici. Je ne sais pas si... voilà. Donc, c'est simplement le site d'une entreprise qui est fictive, évidemment, pour la démo. Et vous voyez que quand on tape simplement le nom de domaine Megacorp One, en fait, on récupère plein d'informations sur quel est l'hébergeur, où est-ce que le nom de domaine a été enregistré, donc Gandhi SAS. Quand est-ce qu'il a été, je disais, enregistré, donc le 22 janvier 2013. Alors ça vous permet également, quand vous voulez, par exemple, ou que vous devez payer quelque chose et que le lien vous semble un petit peu bizarre, vous reprenez simplement le nom de domaine, vous le copiez sur un outil comme ça, et si vous voyez que le nom de domaine a été enregistré il y a 2 semaines, il y a fort à parier que c'est une personne qui a usurpé l'identité d'une entreprise et qu'elle essaie simplement de vous piéger. Euh, Vous avez également donc les IP publics qui sont associés au site. Et alors, ici, c'est ce qui est intéressant, c'est que dans l'exemple, vous avez la personne de l'entreprise qui a enregistré le nom de domaine, donc Alan Grofield. Vous avez également l'adresse de l'entreprise, son numéro de téléphone. Et voilà, en fait, ce type d'outil permet vraiment de récupérer des informations qui pourraient être sensibles ou justement réutilisées dans le cadre d'une cyberattaque. Et ça, Euh, c'est normal aussi. c'est tout à fait normal. D'ailleurs, Vous devez mentionner le, ces informations quand vous utilisez un hébergeur. Donc, c'est d'ailleurs dans les mentions, ça doit être mis aussi dans les mentions légales d'un site, normalement. Enfin, en tout cas, sous quel hébergement, sous quel nom est hébergé le site, ça doit être mis en Europe. Mais pas forcément toutes les infos ici qu'on a vues, mais voilà. Tout à fait. Alors, il faut que je dise aussi, c'est que en Belgique, il y a un organisme qui est chargé de vérifier que les données qu'on soumet quand on enregistre un nom de domaine sont valables, et cet organisme, c'est DNS Belgium. Et donc, il est possible, quand vous recherchez des informations sur un nom de domaine en .be, vous ne trouveriez rien sur le type d'outil que je viens de vous montrer. Mais par contre, vous pouvez aller sur le site de DNS Belgium, taper le nom de domaine, et là, vous allez trouver aussi des informations. La prochaine démo que j'aimerais bien montrer, c'est, vous voyez ici, c'est simplement un panneau publicitaire, et j'aimerais bien en fait tenter de déterminer où est-ce que la photo a été prise. Alors, je vous parlais tantôt des métadatas, donc ces données qui sont contenues finalement dans les fichiers et qui peuvent bah, donner pas mal d'informations. Je prends ces données, en fait, on appelle ça des données EXIF. Alors, il y a des données qui sont, des outils, pardon, qui sont disponibles en ligne et qui vous permettent justement d'extraire toutes ces données. Attention que ici, je vais soumettre le fichier, mais je ne sais absolument pas qui est le propriétaire de l'outil, et donc je ne sais absolument pas non plus la politique qu'il applique. Est-ce qu'il va garder la photo que j'ai uploadée? Est-ce qu'il va récupérer les données que la photo embarque? Ce type d'outil
est également disponible localement, donc on peut l'installer sur sa machine. Et là, au moins, vous êtes sûr que il y a personne derrière. Donc là, pour la démo, évidemment, c'est plus simple d'utiliser un outil en ligne que vous pouvez d'ailleurs utiliser. Il est assez simple d'utilisation. Donc j'ai qu'à choisir un fichier. Je vais lui soumettre la photo pardon, que vous venez de voir. Je l'upload, il processe, et donc là, on voit qu'il m'a sorti plein d'informations concernant mon image. C'est des infos que d'emblée, je ne vois pas. Vous avez quoi? La date à laquelle elle a été modifiée, donc le 7 du 4, aujourd'hui. À mon avis, ça, c'est tout simplement l'heure à laquelle je l'ai uploadé, parce qu'il est 20h27, on n'est pas sur le même fuseau horaire, donc a priori, pas très intéressant. Le type de fichier, donc HEIC, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le format de fichier que les iPhones prennent. Vous allez d'ailleurs voir voilà que plus bas, on a le modèle de l'appareil qu'il a pris, donc un iPhone 13 Pro Max. On peut continuer. Voilà, donc ça, c'est un peu plus intéressant. Donc la photo aurait été prise le 15 mars 2023 à 15h48. Je continue, je regarde ce qui peut me paraître intéressant. Euh, Pops. Il y a vraiment, vraiment plein d'infos. Et normalement, si je regarde bien, j'ai des coordonnées GPS, donc latitude, longitude. Ce qui est bien, c'est que je suis pas marin, donc je sais absolument pas les lire, mais Google Maps le fait très bien pour moi. J'ai simplement à coller les coordonnées en question. Hop. Et normalement, il va me trouver un point sur la carte. Je prends mon petit bonhomme, je mets Google Street View. Si Google Street View veut bien charger, je réessaye. Ça, c'est les aléas du direct. Internet qui ne... Google qui ne... Ça, c'est parce que t'as trop cherché. Il te met des barrières, hein. Ouais, ça doit être ça. Je vais recharger la page. Peut-être mets le Street View un peu plus haut ou un peu plus bas. Mais il me met No Not Street. available. Ouais, il mente. Je suis sûr que c'est disponible. Bah oui, on l'a fait en répétition. Je me Ouais, souviens, ça fonctionne très tu me l'as bien. montré, tu me l'as montré. Ouais, mais même Euh, ici, ça n'a pas l'air. Attends, je vais essayer peut-être avec un autre navigateur. Et si ça fonctionne, je partagerai mon écran de l'autre côté, hein. mais donc Street View, Mais on dirait on sait que, voir pas mal de choses, hein. ouais, on dirait que Google Maps a un petit peu de mal. Je sais pas si c'est Je vais regarder de mon uniquement chez côté. moi, mais En tout cas, vous pouvez peut-être ouais, moi, il me met peut-être qu'il ne carrément qu'il trouve pas le site. Google Maps. Alors, c'est quoi? Route de Philippeville. Ouais, moi, il Route ne de veut pas. Philippeville à Charleroi. Oui, ou sinon, tu peux reprendre les coordonnées qui Euh, ou qui TCN sont Mobility, là. là. TCN Mobility. Route de Philippeville, Walcourt. Et moi, ça a l'air de fonctionner. Donc, si tu veux, je peux partager mon écran 2 minutes. Oui, ce Remplacer. serait intéressant de montrer. À mon avis, je pense que les gens ont peut-être déjà Ils ont peut-être recherché. déjà cherché. Je vais partager mon écran 2 minutes. Donc voilà, j'ai mis TCN Mobility parce que c'était pas loin et je vais mettre. On va voir si ça marche en direct. Est-ce qu'on voit mon écran? Moi, non, je ne le vois pas. Ah, ça y est. Ouais, et donc, on voit sur ton écran qu'il y a justement un écran publicitaire qui est là et qu'il ressemble quand même beaucoup en fait à l'écran sur lequel il y avait l'autre publicité. Et alors, ce qui est bien, c'est que sur la photo que j'avais montrée, je pourrais la remontrer après, mais on voit comment, un toit et ça correspond quand même très fortement au toit qu'on voit
qu'on voit là en face. On remontera la photo pour pouvoir Ouais, c'est ça. mémoriser le toit. Et donc, on a ici aussi le panneau publicitaire. Et je vais arrêter mon partage. Voilà, voilà, pour que tu puisses également partager. Euh, Ok, super. Euh, Alors, je repartage mon écran. Et donc, bah, la photo que vous aviez vue, je ne sais pas si enfin, si vous vous souvenez, mais le fameux toit qu'on voyait, c'était celui-là et c'était bien celui qui correspondait à l'image de Pauline. Et donc, voilà, c'est via simplement une bête photo que mon téléphone a pris, bah, j'ai réussi à déterminer l'endroit exact où je me trouvais, qui plus est en 2013, en 2023, pardon. Il faut également savoir que au niveau des réseaux sociaux, en fait, pour permettre que les personnes n'accèdent pas à ce type de données, quand vous allez uploader une image sur Facebook, par exemple, euh, les données metadata vont être écrasées. C'est pareil sur Twitter, je pense. Par contre, il y a certains réseaux sociaux qui ne le font pas. Par exemple, Flickr, qui est une plateforme de partage de photos, ben, conserve les métadatas. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais la plupart du temps, ben, voilà, les fournisseurs ont déjà essayé de protéger les personnes contre le vol de ce type d'informations. Alors, si je passe à l'outil suivant, l'outil suivant s'appelle Shodan. Je pense pas que vous en ayez déjà entendu parler, mais c'est un outil qui va comment monitorer, on appelle ça en informatique crawler le web. Et en fait, pour chaque IP public qui est disponible, il va essayer de lister les différents services qui sont associés. Alors, si je reprends dans mon exemple la société Megacorp One, et que je copie bah, l'adresse du site, je vais essayer de voir s'il me trouve quelque chose. Voilà, ici, il ne m'a rien trouvé. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a rien trouvé? Bah, tout simplement parce que cette solution travaille en fait avec des adresses IP publiques et non pas avec des noms de domaine. Par contre, si je regarde pour megacorp1.com récupérer ben, l'IP public qui est associé au site et que je la copie ici, je vais sûrement trouver normalement un peu plus de résultats. Et donc, derrière ce site qui est hébergé sur cet IP public-là, on voit qu'il y a différents services qui sont ouverts. Ces services ouverts ben, sont caractérisés par des numéros de port. Alors, on ne va pas rentrer dans l'explication trop technique, mais on voit que la plateforme, elle me liste aussi toutes les vulnérabilités qui sont relatives aux services qu'on voit ici à droite. Et donc, ben, sur ces vulnérabilités, je pourrais tenter de me documenter et de voir ben, s'il n'y a pas moyen justement de compromettre le site en question et de rentrer bah, dans l'entreprise. Alors pour ceux qui demandent peut-être comment, parce qu'on a vu un terminal, là, un écran noir et qui m'a permis de déterminer cette adresse IP publique, il y a également des sites en ligne qui vous permettent de trouver ces infos. Si je retourne sur Google, vous pouvez taper la commande, en fait c'est NSLOOKUP. Vous tapez simplement online et vous voyez, il y a un site qui le fera très bien pour vous. Et là, vous tapez simplement votre nom de domaine. Donc moi, j'avais tapé megacorp1.com, find DNS record, et voilà, on retrouve exactement bah, l'IP que j'ai soumise sur Shodan et qui m'a permis de trouver bah, les services accessibles et les différentes vulnérabilités. Donc ça, vous pouvez le faire évidemment bah, pour votre site internet et également bah, pour tous les autres domaines que vous possédez. Et là, on commence à s'inquiéter quand quoi? Quand il y a des vulnérabilités Ben, mentionnées sur déjà, Shodan? on essaye de regarder un petit peu au niveau des services qui sont ouverts, si tous les services sont bien légitimes. Donc là, on a vu qu'il y avait le port 22, le port 80 et le port 443. Alors, les professionnels informatiques savent très bien que le port 80 et 443 sont associés au protocole HTTP et HTTPS. Et
Mais donc, c'est des protocoles qui sont totalement légitimes parce que s'ils n'étaient Mhm. pas là, en fait, le site n'existerait pas. Par contre, le port 22, c'est un port qui est utilisé pour de l'administration système et ben, il faut se demander, est-ce que c'est normal qu'il soit ouvert à tout Internet? Est-ce qu'il ne devrait pas justement être ouvert rien qu'à l'entreprise pour pouvoir administrer son serveur? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et la deuxième question, de fait, c'est de regarder est-ce qu'il y a des vulnérabilités qui ont été listées, donc que Shodan a détecté automatiquement. Ben, si oui, il faudrait regarder ben, pour prendre action et pouvoir les patcher, les régler au plus vite, quoi. Donc, certains ports, c'est normal. Tu peux répéter Oui, lesquels, c'est normal? le 80 et le 443. Donc là, il faut pas Eux sont s'inquiéter. associés au trafic web, pardon, donc c'est totalement normal qu'ils soient là, qu'ils soient présents quand on a un site internet. Et alors, s'il y a des vulnérabilités, là aussi, il faut peut-être se poser des questions. Oui, parce que ce n'est pas parce que ces deux ports sont présents que les technologies web qui sont utilisées sur le site ben, ne doivent pas être mises à jour. Donc, un site web, ça s'entretient. La cybersécurité, c'est pas un sprint finalement, c'est un marathon et c'est un défi quotidien de tous les jours. Donc, la ressource, le site, il peut être sécurisé aujourd'hui, comme il peut y avoir une vulnérabilité, pardon, qui sera détectée demain et qui sera publiée chez tout le monde. Donc, voilà, c'est vraiment un travail qu'il faut continuer à maintenir. Euh, je vais vous présenter encore ben, deux outils. L'avant-dernier, c'est simplement, vous avez sûrement déjà reçu par mail des liens raccourcis, donc les fameux liens Bitly par exemple, et vous ne savez absolument pas où ça mène. Il faut savoir que il y a des outils qui vous permettent de déterminer ben, enfin, où mène un lien en question. Et donc, il faut juste que je le retrouve. Ah oui, tu avais un lien tout prêt, je me rappelle. Ouais, j'avais un lien tout prêt à vous montrer. Euh, hop. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà reçu ce type de lien, hein. Par exemple, TinyURL pour Bitly, quelque chose, raccourcir. TinyURL. Et donc, ben, on clique dessus, mais on ne sait jamais ce qui se cache derrière. Alors, il faut savoir que c'est pas parce que vous avez peut-être téléchargé quelque chose qui n'est pas sain pour votre machine, mais simplement le fait de consulter un site peut déjà en fait compromettre une partie de la sécurité de votre entreprise, Ouf. car via le site, on sait récupérer plein d'informations, on s'est tenté de récupérer des cookies. Donc les cookies, c'est ce qui permet pardon de setuper vos préférences, de garder des sessions actives. Et donc, ben, en essayant de voler ce cookie, on peut essayer de le réinjecter dans un autre navigateur et de se reconnecter sur la plateforme sur laquelle vous êtes actuellement connecté. Donc, il y a plusieurs méthodes qu'on peut tenter de faire. Et donc, via ce petit site WhereGood, on sait tout simplement déterminer ben, où le lien que je viens de mettre pointe. Et donc, on voit que mon lien TinyURL en fait pointe vers malware.be, malware.exe. Évidemment, c'était totalement voulu, mais on ne savait pas du tout où ça pouvait mener. Donc, quand vous avez des liens qui sont raccourcis, le premier réflexe que vous devez avoir avant de cliquer dessus, c'est d'utiliser un petit outil comme ça qui va vous permettre réellement de voir quelle est la destination finale que vous allez joindre, quel site, enfin sur quel site vous allez arriver. Je pense que dans nos emails, quand on partage le replay du site ou quand on partage les slides, ce sera une URL raccourcie où on ne sait pas vers quoi ça va mener. Donc ce Voilà. sera l'occasion de tester ce site pour voir si les slides et le replay mènent bien vers les slides et le replay. Tout à fait, c'est un bon comportement à adopter. Et alors, le dernier outil que je vais vous présenter, c'est le site Just Delete Me. Alors, Just Delete Me est super pratique parce qu'il recense plein de services en ligne et en fait, il vous explique comment vous pouvez supprimer votre compte. Alors, évidemment, vous vous en doutez, c'est trié par ordre de couleur, donc plus c'est vert, plus c'est facile, plus c'est noir, plus c'est impossible.
et vous avez simplement à cliquer sur la technologie qui vous intéresse, voir les infos, et alors il va aller vous dire ce que vous devez faire. Donc par exemple pour le service Akasa que je ne connais pas, il indique simplement qu'il y a un bouton Remove My Account qui est disponible en bas de la page. Si je fais une recherche sur Facebook, par exemple, on voit que déjà, il différencie Facebook de Facebook Messenger et que demander la suppression de son compte sur Facebook, c'est d'un niveau de difficulté moyen. Donc, il vous indique quand même que bien que vous puissiez supprimer votre compte facilement, quelques données, y compris les messages, restent à jamais, comme déclaré dans la politique de confidentialité que tout le monde lit, bien sûr, avant de s'inscrire. Donc, voilà, ce site est assez pratique et vous retrouvez vraiment pas mal de services. Petite question, Pierre. Est-ce que il y a des outils pour savoir sur quel site on s'est inscrite avec notre adresse email? Ouais, il y a des outils qui existent, pardon. Maintenant, j'en ai pas partagé. Pourquoi? Parce que l'outil qui permettait de faire ça est devenu payant. Ah oui, oui, c'est Donc, vrai. je voyais pas la valeur ajoutée de présenter un outil qui était payant. Maintenant, oui, il existe des outils qui permettent de tracer justement les, les comptes sur lesquels vous êtes enregistré. Typiquement, la personne qui fait de l'OSINT installe des outils localement sur sa machine. La plupart du temps, c'est des outils open source. Et ces outils, en fait, vont se connecter à plein de services différents et vont aller checker, par exemple, si le pseudo qu'on va lui soumettre ou l'adresse mail qu'on lui soumet va comment révéler un résultat. Et si oui, vous allez avoir la liste de toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes inscrite. Ici, je vois que c'est comique, mais le site, par exemple, HelloFresh, a un niveau de difficulté difficile quand on veut supprimer son compte. Donc, c'est ça. Don't get distracted by the confetti. C'est ça. Et alors, quand c'est noir, c'est totalement impossible de supprimer son compte ou de demander la suppression de ses données personnelles. Ce qui, en Europe, est totalement illégal parce que la personne finale a le droit de contrôle sur ses données personnelles. Donc, Mais je me rappelle que tu m'avais montré qu'il y avait un site justement de l'État où on savait pas supprimer ses données, mais finalement c'était normal vu que c'est un site de l'État entre guillemets. On sait oui, pas, oui, on et a. les données qui y étaient collectées, c'était des données, par exemple, le numéro Nice, qui est peut-être lié à un service de prescription électronique sur la plateforme IELTS ou autre. Donc, voilà, il y a évidemment il y a des finalités qui sont totalement légitimes, mais je vois ici que, par exemple, Rue du Commerce, qui est, je pense, un site français pour la vente de pièces informatiques, voilà, il n'y a pas de bouton pour supprimer son site, il n'y a pas moyen de contacter les personnes pour demander de le faire, et donc vous restez avec votre site actif et c'est tout. Je vois que nous avons une personne qui, entre guillemets, se porte volontaire pour avoir un test sur son IP public via Shodan. Euh, Est-ce que tu peux peut-être faire le test en live? Il, Ouais, hein. il dit que son adresse IP, c'est 51.130 Ah, il la 136. donne déjà, Ouais. magnifique. Mais ne renvoie pas vers son site, bizarrement. Donc peut-être qu'il a mal cherché son IP public, Et je ne sais pas. son nom de domaine, c'est quoi? C'est gitelecristal.be. Oui, 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 gitelecristal.be. Ah ouais, ok. Et le cristal, je suppose que C'est avec un i. c'est avec un Y, C'est avec un i.be. comme ça. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Et effectivement, c'est une Ah adresse IP oui, mais à mon différente. avis, ouais, et je pense que c'est parce que c'est une adresse IP publique qui appartient au VH et qu'en en fait, il y a simplement des milliers de sites qui tournent derrière. Donc, Ok, ouais, il retombe sur. quoique, Ouais. non, c'est Microsoft apparemment. Et on voit qu'il n'y a que deux ports qui sont ouverts, hein, donc le 80 443. Donc, ça, c'est Et pourquoi ça totalement renvoie normal. vers un autre site que le sien? Lui aussi, il a été renvoyé vers Apple Dare, Luchon. Ouais, tout à fait. Parce que j'ai pas envie de mettre des prestataires de services à dos.
Non, mais ce qui peut arriver aussi, c'est que un site internet, en fait, du moins, pardon, un serveur, je me suis mal exprimé, héberge plusieurs sites internet. Et pour réussir à servir les différents sites internet qu'il héberge, il va avoir ce qu'on appelle des virtual hosts. Et il est possible qu'une erreur de configuration au sein de ce web serveur redirige vers le mauvais site, ou alors que ce soit tout simplement le comportement par défaut du web serveur quand on tente de le joindre via son IP. Mais ouais, voilà, ici c'est déjà en fait le serveur qui héberge le site internet de la personne en question tourne sur un serveur Microsoft, un Windows Server, et bah, c'est la page par défaut en fait quand on installe le rôle IIS. Et donc, ben, peut-être que Est-ce qu'il faut s'inquiéter à partir de ce moment-là? bah, généralement, ça aurait été propre, entre guillemets, de mettre une redirection bah, qui redirige vers le bon site. Mais s'inquiéter, non. Je dirais que non, parce que bah, les deux ports qui sont ouverts sont totalement légitimes. Après, il faut voir, ben, voilà, il y a moyen d'aller checker le certificat du serveur. Donc, il est encore valable jusqu'au mois de juin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de attention, entre guillemets, quand on veut y accéder. Euh, Et est-ce que pour le marketing digital, c'est pas pour le référencement, enfin, je ne sais pas si tu t'y connais, est-ce que c'est pas moins bien? Moins Peut-être que bien, tu... non, parce que je suis pas un expert du référencement, hein. Tous ceux qui font du marketing le feront bien mieux que moi, mais je sais bien qu'il y a les campagnes SEO et SOA de Google. Et en fait, Google, pour augmenter le ranking d'un site, va se baser sur plusieurs critères. Il y a évidemment la validité du certificat. Donc, un certificat qui est valide bah, aura plus de crédibilité qu'un certificat qui est plus valide. Il va y avoir également, si vous mettez une petite preview de votre site, donc s'il y a un petit descriptif, bah, Google généralement aime bien ça. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, comme le temps de latence, le temps que met une page à s'ouvrir, Mhm. ça fait également partie des critères. Mais ici, en fait, Google se base sur le nom de domaine, donc il va pas commencer à indexer le site sur base de son adresse IP, donc ça va pas Ok, influencer donc ça le n'influence pas. ranking, c'est ça. Mhm. Par contre, hop, si je prends un site comme Wix, mais il y en a un qui fonctionne un peu mieux. Je sais pas si je retomberai dessus. Ouais, celui-là il était pas mal. Hop, tout simplement pour voir un petit peu les infos qu'on peut trouver. Il y a quand même beaucoup de vérifications automatiques qui sont faites justement pour ne pas abuser des services. Tac. Donc, le site a changé 132 fois d'IP sur les 2 dernières années, ce qui est quand même pas mal. Euh, Pas par- mal inquiétant ou pas mal... Ah, c'est beaucoup. Maintenant, je ne connais pas la raison technique qu'il y a eu derrière, hein, mais et alors, ce que je vous disais, c'est que, vous voyez, ici, on a enfin, des informations, mais qui sont assez limitées, et on voit que c'est bien DNS Belgium qui gère la zone. Et donc, si je vais sur DNS Belgium et que je lui mets tout simplement hop, le cristal, youp, tac, montrer les données, normalement, on devrait avoir un peu plus d'informations. Donc, le nom de domaine a été enregistré le 15 avril 2024. Non, bah, on n'a pas Ah, énormément. l'organisation, c'est son fournisseur de services, Netim. Team. Ouais, on a la possibilité de contacter, mais on n'a pas plus d'infos. Donc c'est bien, c'est que ben, DNS Belgium en fait protège quand même les données en fait des personnes qui possèdent le domaine. Top, Voilà, voilà. top, top, top. Est-ce qu'il y a d'autres démos que tu voulais nous montrer?
Non, moi, c'était les principaux outils que j'avais envie de montrer aujourd'hui. Donc, je récapitule Have I Been Pwned pour savoir si vous avez été victime d'une fuite de données sensibles avec la possibilité de notification. Les Google Docs qui vous permettent d'utiliser Google mais avec des mots-clés réservés et qui vous permettent d'affiner finalement vos recherches. La recherche inversée d'images. Il y avait ensuite l'outil WIS là, que je viens de montrer qui permet de récupérer des informations sur un domaine, une adresse IP, etc. Il y avait l'outil EXIF Tool online qui permet de récupérer les métadonnées d'une image. Shodan pour voir un petit peu les services qui sont accessibles via une adresse IP. Donc n'oubliez pas d'utiliser le site NSLOOKUP avant pour convertir en fait votre nom de domaine en adresse IP. Le site WhereGoes ou Goes, ce sera mieux. WhereGoes qui vous permet de déterminer en fait où est-ce que les petits URL raccourcis mènent et le site Just Delete Me qui vous indique le degré de difficulté pour pouvoir supprimer un compte que vous auriez créé chez un fournisseur. Alors, on vous a mis aussi, Pierre a mis quelques recherches avancées Oui, oui, je me sur suis. Google. Je lis un commentaire, mais c'est vrai que Wergeuse, ça me faisait penser un peu à la bière, mais Wergose, C'est c'est un peu mieux. c'est pour ça que je n'ai rien dit, comme j'aime bien la bière. Je me suis dit, ça sonne très bien à mon oreille, ce sera parfait. Donc, les recherches avancées sur Google, donc ça, vous pouvez reprendre et faire des petits tests avec votre site pour voir ce qui est disponible directement dès les recherches Google. Donc ça, vous recevrez les slides, donc vous aurez accès, vous pourrez copier-coller, faire des tests chez vous. On s'approche de la fin du webinaire et tu vas nous donner quelques dernières astuces récapitulatives sur tout ce qu'on a dit, sur tout ce qu'on a dit ce soir. Et donc les différents conseils ce soir de notre expert, Pierre. Je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc, on a rappelé les différents outils. Alors, au niveau des conseils qu'on a envie de mettre en avant, c'est évidemment d'évaluer votre présence en ligne, hein. C'était le but du webinaire. Alors, je ne vois pas, je ne sais pas si tu partages les. Oui, oui, je partage. Tu vois tu vois pas l'écran. Tu préfères partager peut-être pour avoir Ah les oui, slides. non, non, t'inquiète, si tu les partages, il n'y a pas de souci. Donc, évaluez votre présence sur Internet, regardez bien au niveau des réseaux sociaux, des forums, etc. Toutes les données finalement sensibles et personnelles que vous auriez pu y laisser. Utilisez les outils présentés sur votre entreprise ou sur vos profils personnels, hein. C'est ce qui vous permettra justement de déceler ces informations. Sensibiliser vos collaborateurs. Alors, en cybersécurité, c'est assez simple. On peut mettre toute une panoplie d'outils, de technologies pour tenter de sécuriser votre entreprise. L'utilisateur final reste toujours le maillon faible pardon, de la chaîne. S'il clique sur quelque chose, enfin, il y a une possibilité qu'il bypasse tous les mécanismes de protection qu'on aura mis en amont. Donc, c'est vraiment important d'éduquer les collaborateurs. Surveiller périodiquement votre entreprise et les informations qui sont disponibles à concernant. Alors, on ne parle pas d'exécuter ou de faire tourner ces outils quotidiennement, mais déjà activer les petites notifications pour Eva Bean Pound, c'est déjà recommandé. Et au niveau des autres technologies, utilisez-les, je ne sais pas, peut-être une fois par mois, hein, pour faire un petit état des lieux de votre entreprise. Et finalement, gardez bien à l'esprit que tout ce que vous allez trouver sur Internet vous concernant ben, est trouvable par quelqu'un d'autre. Et tout ce que vous mettez sur Internet s'y retrouvera définitivement. Donc, c'est pas parce que on veut uploader pardon, quelque chose et puis le supprimer, qu'il n'y a pas déjà une personne qui en a fait une copie, l'a rendu disponible sur une autre plateforme. Donc vraiment, tout ce qui est sur Internet, c'est à vie.
Oui, n'hésitez pas à poser aussi vos dernières questions pour ces 5 dernières minutes restantes. Et comme tu le disais, il y a le côté sensibilisation. Donc, moi, je pense qu'on peut déjà les féliciter, tous les webinautes qui sont là ce soir et qui prennent du temps pour s'informer, apprendre davantage sur la cybersécurité. Je pense que c'est déjà une première étape. Donc, je pense on peut les féliciter ce soir d'être là aujourd'hui dans ce webinaire sur la cybersécurité et sur l'OSINT en particulier. Et je vous invite encore une fois, je l'ai beaucoup répété, à visiter la chaîne YouTube du SNI. Il y a toute une playlist sur la cybersécurité. euh, avec plein d'experts, dont Pierre, mais aussi Serge Houtin, Alexandre Pluvinage. Donc c'est assez intéressant. Vous avez le lien qui est dans le chat, qui vient d'être envoyé par Sandra. Donc n'hésitez pas à aller fouiller dans cette chaîne YouTube et en apprendre davantage et à partager aussi cette chaîne YouTube à vos collaborateurs pour qu'ils soient aussi eux aussi au courant de toutes les failles, de tout ce qu'ils peuvent mettre en place et ce à quoi ils peuvent faire attention de manière assez simple. Parfois, il y a des choses très très simples comme verrouiller son clavier une fois qu'on est parti de son poste. C'est, Windows c'est, L. voilà, Windows L, raccourci très simple pour verrouiller. C'était trop truc, voilà, que tout le monde peut faire. Euh, mais en tout cas, c'est des petits conseils qu'on vous partage à mettre en place facilement. On a aussi BeCyberSafe qui offre des conseils gratuits. Donc, vous vous inscrivez, vous complétez quelques informations dans le formulaire et la plateforme vous mettra en contact avec un des experts. Ça pourrait être Pierre Michaud qui nous a expliqué ce soir. Ça pourrait être Serge Houtin ou d'autres experts que vous avez peut-être pu voir aussi dans les replays. Et vous aurez droit à 1 heure gratuite pour poser toutes vos questions et avoir déjà une première étape pour voir, bah tiens, est-ce que je vais plus loin, est-ce que je fais un audit, est-ce que je mets déjà certaines choses en place. Donc ça, c'est très, 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 très intéressant. 1 heure, rien que pour vous, en face à face euh, sur Teams ou sur Zoom, je ne sais pas, je vois que c'est sur Teams. Mais donc voilà, ça c'est hyper, hyper intéressant. Et c'est gratuit. Euh, premier arrivé là, premier servi. Il y a des limites, il me semble, donc n'hésitez pas, faites ça assez Je rapidement. pense que le SNI avait dit que c'était 50 places, Voilà, si je 50 ne me places. trompe pas. Donc n'hésitez pas, allez-y, prenez votre place et faites-le. On va aussi vous partager une petite enquête de satisfaction. Voilà, on aime bien savoir si vous avez apprécié ce webinaire. Donc on va vous partager l'enquête de satisfaction avec des petites questions. Il y en a, il y en a combien? Il y en a 8. Et il faut juste les noter de 1 à 5. Voilà, c'est pour nous toujours continuer à nous améliorer au fur et à mesure des webinaires. Il y aura d'autres webinaires sur le marketing digital, mais aussi sur la cybersécurité. Et alors, autre événement très important pour tout le programme Digital Commerce, c'est également les Digital Days. Donc ça, le prochain aura lieu le 19 mai à Wavre et celui d'après le 23 juin à Namur. Je vais vous partager aussi. N'hésitez pas à vous inscrire. Euh, il y a un petit bouton Je m'inscris. C'est sur le site digitaldays.be. Vous avez le programme complet. C'est gratuit. Désolée pour ce petit couac technique. Nous allons terminer ce webinaire. En tout cas, un tout grand merci à vous, Webinautes. Vous avez été incroyables avec toutes vos questions et aussi vos réponses au sondage. On espère vous retrouver très bientôt dans nos prochains webinaires Digital Commerce et également au Digital Days. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.